France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce vendredi 3 janvier, dans une vidéo devenue virale, un chauffeur maghrébin transportant Marion Maréchal, tout sourire, déclare que sa passagère aime les gentils musulmans. Doit-on considérer le RN, Rassemblement National, comme un parti comme un autre? C'est la question que l'on vous pose, on va s'interroger ensemble. Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, en nous appelant 01 40 33 9000 pour en parler avec nous dans un instant. Abdis Nebitash, Farid Tamsamani et Tarek Mami. Algérie, le gouvernement Tebboune désormais connu. Présentation tout à l'heure, dans quelques minutes. Et puis un petit tour du côté de l'actualité internationale très dense. Après que le Parlement turc ait approuvé une intervention en Libye, nous ferons le point pour savoir si nous devons craindre une guerre à la syrienne. Et hier soir, avec ce qui s'est passé évidemment à Bagdad et la mort du numéro 2 iranien, la violence risque de monter d'un cran au Proche-Orient. À la manœuvre, comme d'habitude, les États-Unis. Les conséquences de tout cela avec vous dans un instant. Le quiz actu en fin d'émission et avant 18h. Soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est vendredi et donc le vendredi c'est Mami et bien naturellement il est arrivé à l'heure. Monsieur Tarek Mami, bonjour. Et oui, voilà, il y a tout le monde qui est là. Ça arrive à grands pas, évidemment, puisqu'on attend aussi Abdel Habitash, on attend Farid Tamsamani pour discuter de l'actualité qui est bien dense et bien chargée sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on va les accueillir. Bah oui, quand même, hein, c'est normal. Et puis évidemment, vous allez pouvoir nous appeler en direct au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour évidemment converser avec nous sur l'actualité aujourd'hui qui est très chargée, avec bien sûr cette actualité brûlante du Proche-Orient, avec cette actualité aussi maghrébine, avec la composition du gouvernement Tebboune. On l'a appris hier. On verra que c'est un gouvernement qui est assez jeune, enfin puisque le plus jeune des ministres a 26 ans. Et puis bien entendu, on va parler de ce sujet à la une. Alors qui, par contre, avant toute chose, signaler ce qui s'est passé donc cet après-midi. C'est à Villejuif, cette attaque au couteau survenue en plein après-midi, en plein cœur de Villejuif, un passant muni d'une djellaba, nous dit-on, qui aurait crié Allahu Akbar comme d'habitude et qui a poignardé donc des personnes, dont une est décédée. Ah oui. Oui. Et l'assaillant a été neutralisé et donc tué par la police dans le parc de cette même ville. Voilà pour cette actualité en ce 3 janvier du côté de Villejuif. Ça commence dur. Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'allais dire, on souhaite toujours en début d'année d'avoir un moment de répit. Et que par exemple, les faits divers au niveau du pays ou à l'international commencerait plutôt, j'allais dire, le plus loin possible, le 15 janvier, le fin janvier, pour qu'on ait l'impression d'avoir changé d'année et d'être rentré dans une espèce d'esprit, d'apaisement, de sérénité pour commencer la nouvelle année. Malheureusement, cette année, comme beaucoup d'autres années, ça démarre dans le mauvais sens du terme sur les chapeaux, en pleine vitesse, puisque entre l'assassinat odieux, et je l'ai dit tel que je le pense, hier, du général Soleimani, l'Iranien, et cette attaque de cet après-midi en France, à Paris, à Villejuif, nous gâche ce premier week-end. On aurait souhaité, espéré passer ce premier week-end tranquille et que la vie reprenne le 6. Et avec la grève en plus, on a l'impression qu'il n'y a plus de pause technique dans la folie des hommes. Et puis, bien entendu, on en parlera longuement de ce qui s'est passé hier à Bagdad, également donc de la mort de l'assassinat, cher Christophe. De l'assassinat de ce haut gradé c'est pas une iranien. c'est un assassinat. Ouais, absolument. C'est une frappe ciblée, donc c'était un assassinat. Voilà. Et d'ailleurs, le chef du Hezbollah qui s'exprime en ce moment même, donc on vous donnera des détails tout à l'heure, Nasrallah, et une manifestation à Téhéran, manifestation monstre, appelant à la vengeance cet après-midi. On verra évidemment toutes les conséquences que cela va avoir sur la suite, et on peut présager que 2020 commence franchement pas sous les meilleurs auspices. On parlera aussi de la Libye parce que c'est important ce qui s'y passe et essayer de comprendre ce qui s'y passe et les conséquences là aussi qu'il pourrait y avoir après le Parlement turc qui a autorisé le déploiement de soldats turcs qui arriveront en Libye.
Sachant d'ailleurs que, on vous l'a donné hier en guise d'information dans le quiz, mais des avions de terroristes qui ont atterri à Tripoli en provenance de Turquie sont arrivés. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que sur quelques vidéos, on voit des terroristes ne sachant même pas pour qui ils sont venus combattre. Donc voilà, ça présage quand même pour les pays voisins, la Tunisie, l'Algérie, quand même de fortes inquiétudes. Il y a deux mots qui se mélangent. C'est avant, on nous vendait les mercenaires dans l'histoire d'humanité. Après, on est passé à djihadistes, à terroristes. Et aujourd'hui, on peut mélanger les deux. Et on a affaire à des mercenaires djihadistes ou à des djihadistes mercenaires. Parce que dans le cas de djihadistes, entre guillemets, c'est soi-disant on défend une cause, une vision, une idéologie. Et dans le cas des mercenaires, c'est tu me payes, je me bats pour toi et je m'en fous qui est en face. Et aujourd'hui, ce mélange de genres fait que le plus important, c'est la volonté de puissance de ceux qui commentent et non pas les causes elles-mêmes, les perdantes et les gagnants. Alors on a pas mal de choses à évoquer avec vous. On va saluer votre collègue du jour, mon cher Tarek, monsieur mon collègue mon collègue jusqu'à 18h. Hein. Voilà. C'est ça. Bonjour monsieur Itache, bonne année à toi mon cher Abdeslam. Bonne année à l'ensemble des auditeurs de France Maghreb 2. En dépit de l'actualité, de la triste actualité, mais ça il va falloir s'y habituer. En tout cas moi je souhaite à chacun de nos auditeurs et de nos concitoyens le meilleur pour l'année et en espérant que ça aille bien côté santé et qu'ils puissent voilà un petit peu de sous et qu'ils puissent un petit peu évoluer dans leur vie. Inch'Allah comme on dit chez nous. Alors on va parler de cette vidéo qui est devenue virale en quelques heures. C'était en top tweet hier soir, ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. C'est un VTC, chauffeur VTC maghrébin qui a mis dans son taxi Marion Maréchal et il a fait 7 petites vidéos. Écoutez. Insultez-moi pas, j'ai parlé avec elle, on n'est pas d'accord sur tout. Non mais c'était intéressant. Voilà, et elle est bien. Et elle aime les musulmans qui font pas les bêtises. C'est vrai ou pas madame? C'est vrai, absolument. Voilà. Et moi je vous kiffe en fait. Et merci, merci. Elle aime les musulmans qui ne font pas de bêtises. Voilà, donc ce chauffeur qui a été invectivé sur les réseaux sociaux évidemment. Marion Maréchal qui est, on le sait, quelqu'un qui manie bien le buzz. Et encore une fois, on est quelque part un peu tombé dedans. Mais ce qui me laisse poser la question aujourd'hui, et je vous la pose clairement, peut-on considérer le RN, c'est son nouveau nom, comme un parti comme les autres? En grande majorité, les auditeurs disent non, à 84%. Vous dites quoi, monsieur Tarek Mami? Moi, je peux dire qu'on peut être sympa et salopard. Ouais. Ah, c'est court mais intense. Moi je dirais que le travail qui a été orchestré depuis que Marine Le Pen est devenue présidente du parti, elle a cherché vraiment à retravailler l'image du parti en le rendant fréquentable. Et aujourd'hui, on voit bien que les digues entre la droite et l'extrême droite ont cédé et on voit bien la porosité entre les deux courants et on l'a bien vu. Lorsque Wauquiez était président DLR, on voyait bien les sous-entendus où il passait son temps à aller draguer les électeurs alors du Front National pour le coup et pas Rassemblement National parce que pour moi ils n'ont jamais incarné le rassemblement, mais c'est ce à quoi ils aspiraient en tout cas de rassembler la droite. Mais on le voit bien, en fait, Laurent Wauquiez, dans sa stratégie, voulait faire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en vampirisant les électeurs du Front National, en leur parlant tel que le Front National le faisait. Wauquiez s'est carrément planté. Sauf que, cher Abdeslam, il faut toujours relire l'histoire des peuples et des pays. Non, mais surtout se dire qu'on ne reproduit pas toujours les schémas. Non, mais et lire dans l'histoire de France. Sous le royaume et depuis 1789, il y a toujours eu une droite et une espèce d'extrême droite. Oui. Et la droite, qui n'était pas républicaine souvent, a toujours fait de manière à plutôt cléricale. Oui, non, mais elle a toujours fait de manière à préserver ses intérêts. Or, ses intérêts ne peuvent pas se confondre avec les intérêts et l'intérêt du clergé. Non, mais elle ne peut pas. Donc, la droite envoie des signaux, comme l'a fait Sarkozy, vers l'extrême droite, mais c'est pas pour faire une alliance avec l'extrême droite. Et surtout, même s'ils sont en position de faiblesse, ils n'iront pas se coucher devant l'extrême droite pour devenir eux
comment dire, la marche pour que l'extrême droite arrive. Donc moi, de ce côté-là, j'ai pas de crainte historique, mais ce que j'admire dans la petite Marion, c'est que elle maîtrise une communication extraordinaire. Elle sait se rendre. Elle a été formée, hein. Non, mais elle vous sait n'avez se pas de rendre. crainte, moi j'ai des craintes. Non, mais je on en développerai. parlera. Oui, si vous Oui, voulez. non, parce que vous C'est m'avez que- coupé dans mon élan. Mais Non, c'est pas ça. Elle peut se faire, elle peut se rendre sympa, mais au moment Mais Ou elle peut les être gens- sympa, mais ses idées sont nauséabondes. Oui, Tariq mais Lami. c'est ce que je dis. Elle peut être une jolie c'est fille. c'est elle peut pour être ça, tout ce que c'est vous pour ça voulez. que je résume par sympa et salopard. Mais si vous permettez, Allez-y. lorsque ce chauffeur de VTC, alors pour le coup, à décharge, on ne choisit pas forcément Ses clients. ses clients. Ouais, bah heureusement. Heureusement. Mais de là à prendre, à faire une vidéo et dire qu'elle est sympa, et dire surtout, et moi je serais curieux de sa réponse quand il dit, on n'est pas d'accord sur tout. Oui. Mais sur quoi vous êtes d'accord? J'ai envie de lui dire. Sur le fait que les deux sont français. Mais ça, on n'a pas besoin de l'évoquer. Bon, Tariq Lami. Je Mais- suis français. C'est Mais, pas je me discutable. rappelle quand même que, en parlant de cette Marion, beaucoup lui présagent un avenir prometteur. Oui. Il y À a- force de il y a- le dire, oui. il y a un Il y a certain rien. grand homme Ouais. conseiller de pas mal de présidents qui a dit le prochain sera Oui, une femme. mais- non mais Christophe, Et quand on parle d'une femme, on parle évidemment pas de Marine. Hein. On est d'accord là-dessus. Oui, oui. Oui, alors, elle pourrait même être présidente. Ok? Ouais. Mais pour moi, elle ne peut pas l'être. Elle peut l'être par le vote ou par le titre. Mais la France est un pays tellement fracturé que si Et vous ne... conservateur. Et conservateur, non mais surtout fracturé parce que les surtout conservateurs, conservateur. voilà, parce que si vous ne maîtrisez pas les machines de l'État, Ouais. vous pouvez Macron a mis pratiquement 2 ans. Ségolène Royal en sait quelque chose. Oui, et le président Macron actuel, il a mis 2 ans pour avec tout ce qu'il a comme côté malin pour comprendre et pour effectivement faire ce qu'on lui a reproché pour le 31 décembre, pour qu'il se mette derrière, au-dessus et qu'il ne prenne plus position. Parce que les structures de fonctionnement de l'État, c'est eux qui dirigent ce pays. Ouais. Et la différence entre la France, la Belgique et la Tunisie, j'allais dire aujourd'hui, ou d'autres pays, c'est quand vous avez un État lourdement installé et qui n'est pas un État faillant, l'État peut fonctionner sans la classe politique. Moi, si vous permettez, Allez-y. vous disiez que vous n'étiez pas inquiet pour l'avenir. Moi, je suis très inquiet pour Oui. l'avenir, pour plusieurs raisons. La première, cette droite qui a disparu, et vous le savez très bien, depuis toujours, il y a toujours eu une gauche et une droite. Non. D'accord. Et Si, il y a toujours Non. eu, il y a toujours eu, il y avait il y a- le parti radical il y a toujours historique. eu 3 droites. Bon, il y avait Clémenceau et Jaurès. Non, mais il y a 3 droites et 2 gauches. Dans ce Si pays. vous, non, mais dans l'esprit, il y a une droite. Non, non, et mais une sur le gauche. partage du Dans pouvoir. l'hémicycle, Voilà. Tariq. dans l'hémicycle, Oui, on dans a- le La droite, la gauche, voilà. Oui. Non, mais on a non, toujours mais alors- des réformateurs et des conservateurs. Alors, il y a toujours eu droite et gauche, sauf que les gauches se sont déjà entendus pour régner ensemble Oui. à quelques reprises. Et explosé. et Et- ensuite, non, mais à quelques rassemblé. reprises, alors que la droite et l'extrême droite, à ces jours, sauf si ma mémoire... Enfin, les seules fois elles sont rassemblées, enfin, dernièrement, c'était à l'époque où, Non, mais 2 fois, où le Parti communiste français n'avait pas présenté de candidat, à l'époque où François Mitterrand s'était présenté, et aujourd'hui, on voit l'état du Parti communiste français. les D'accord. 2 grosses Et- fois et où voilà, les communistes ont les été, deux... pour le coup, vampirisés aussi. Le deux, par la gauche. Le 2 fois où Par le la Parti gauche, socialiste, pardon. où les gauches ont régné ensemble, c'est avec les CFIO et en 36 et avec le cartel des gauches, on appelait ça à l'époque, et après avec Mitterrand, effectivement, même si le Parti communiste n'avait pas de candidat. Par contre, vous n'avez pas d'expérience similaire entre la droite et l'extrême droite, y compris quand on rentre la petite parenthèse 39-44, parce que la vraie droite, c'est Bon, enfin, replié. c'est un gouvernement d'union nationale. Non, à non, mais l'époque. et la vraie On va droite pas- s'est on va pas aborder repliée, dessus. sur le clergé et sur les valeurs conservatrices, et l'extrême droite a fait milice. Mais Alors- vous n'avez pas répondu à ma question quand même. Doit-on Mais j'ai considérer surtout ce pas développé, parti ouais. comme un autre? Non, Est-ce- mais- pas moi. Mais mon inquiétude, et pour finir mon propos, je remercie Tarek de m'avoir coupé, mais mon C'est le but inquiétude, du jeu, elle est Abdeslam, que hein. justement, il n'y ait plus de repères. Les Vous savez, tirades- la les gauche, tirades à la 3 gauche minutes, défend les tirades- certaines valeurs, Les tirades à 3 minutes, c'est terminé. et la droite défend d'autres valeurs. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a un Et- flou et- total. et les et deux vous le voyez bien, il y a eu un défendent- rejet du et paysage les politique. deux défendent les valeurs colonialistes, suprématistes de la France. Vous avez raison.
Ouais. Vous avez raison. Bon, on n'est pas sur le sujet du colonialisme. Si vous voulez, on fera une émission de 2 heures sur le sujet. Il y a aucun problème. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que l'absence de clarté dans le paysage politique fait qu'aujourd'hui, les gens sont perdus. Et lorsque la droite se brade pour justement courir après l'extrême droite, c'est là où ça devient dangereux. Et on le voit bien. Il y a eu un rejet et un renouvellement du paysage politique. Si Emmanuel Macron a gagné, c'est pas parce qu'il était bon, c'est parce que tous les autres ont été mauvais. Oui, bien sûr. Voilà, je vous parlerai pas de Fillon, je vous parlerai pas du reste, et voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de clarté, ont besoin de savoir quelles sont les valeurs de droite et quelles sont les valeurs de gauche pour qu'ils puissent voter. Mais moi, je suis très inquiet sur le fait que lorsque Marion Maréchal, j'allais dire Marion Maréchal Le Pen, elle ne s'appelle plus Le Pen. Non, on lui a enlevé. Non, on l'a enlevé. Marion Non, Maréchal. elle a enlevé le Pen. Oui, Ça elle y a est. enlevé le nom Le Pen. Marion Maréchal, lorsqu'elle fait sa réunion des Elle s'en droites, fait une nouvelle image. où elle permet justement à des gens justement de prendre la parole et de vomir sur historiquement sur ce qu'a construit la France à l'époque. Eh bien, on voit bien ce qui se passe. Vous vous rappelez de comment ça s'appelle Zemmour. d'Éric Zemmour, de ses propos justement qu'il avait tenus, qui étaient odieux. D'ailleurs, LCI avait été dérangé pour avoir libéré cette parole raciste sur son antenne. T'as bien Donc, fait de dire déranger, hein. Voilà. Elle était dérangée dans sa tête, mais elle n'a pas dit dérangée. Enfin, le derrière. CSA l'a quand même saisi sur ce sujet-là. Farid, Bon. bonjour. Monsieur Tabsamani, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Farid Tabsamani, on est en pleine discussion autour de cette vidéo virale que tu as peut-être vue. Marion Maréchal dans un taxi, un VTC, avec donc cette vidéo où il dit voilà, elle est sympa, je l'aime bien, et elle aime les musulmans qui sont gentils. Voilà, elle aime les musulmans gentils, Marion Maréchal. Et la question que je pose aujourd'hui, doit-on considérer le Rassemblement National, parce que c'est le nouveau nom, ex-Front National, comme un parti comme un autre? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il est rentré dans l'échiquier politique? Ils ont juste la chance qu'ils n'ont pas encore basculé dans le parti national. Ouais. Parce Bon. que ça réveillerait de bons souvenirs. Farid, est-ce que ce parti est un parti comme un autre? À titre personnel, je trouve que non. Ouais. Il ne le sera jamais pour moi, pour une raison très simple, c'est qu'il a changé de nom, mais il suffit de regarder son historique et les véritables fondateurs. D'ailleurs, les gens se trompent très souvent, mais le véritable fondateur n'est absolument pas Jean-Marie Le Pen, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer. Mais d'autres acteurs qui, eux, très clairement négationnistes, nazis pour certains d'entre eux, révisionnistes, et tout simplement racistes. Donc c'est pour ça que, à titre personnel, je ne considérerai jamais ce parti, le parti en lui-même, comme un parti comme un autre, ça c'est une évidence. Maintenant, ce parti est-il républicain? Oui. Tel que la Constitution, tel que les lois de la République française en fait sont imaginées, ça c'est une évidence. Ensuite, et moi c'est là que ça m'intéresse, parce qu'en réalité le parti change de nom, les personnes, etc. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui votent pour ce parti-là. C'est là que, à mon avis, il faut se pencher. Et très souvent, les gens se trompent complètement en faisant une stigmatisation, parce qu'il faut appeler ça comme ça, en disant que les gens qui votent pour ce parti-là sont forcément racistes, etc. Pas forcément. Je ne dis pas qu'il y en a pas, Ouais. mais si Ils sont minoritaires, je pense. aujourd'hui C'est un probablement, vote contestataire depuis longtemps. D'ailleurs. essentiellement. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on ne répond pas, Christophe, à ce vote contestataire. Et aujourd'hui, en 2019, vous verrez que, peut-être pas municipal, mais dans les prochaines échéances, le Rassemblement National ou le Front National fera encore des scores malheureusement extraordinaires. Et c'est là que c'est choquant. Pourquoi? Parce qu'à force de jouer avec le feu, parce qu'on sait bien que la stratégie... Mitterrand, on a bien joué d'ailleurs. Hein. Mitterrand l'a particulièrement bien joué, mais pas que Mitterrand. La réalité, c'est que Mitterrand l'a poussé en réalité. Pourquoi? Parce que c'était stratégique. François Hollande l'avait également plus ou moins fait. J'ai bien peur qu'une des stratégies de notre président de la République pour 2022, c'est de dire de toute manière, je suis face au Front National, donc de toute manière, je suis persuadé de passer. Mais je dis juste, attention, à force de jouer comme ça, On peut se brûler. un jour on va se brûler, mais c'est même certain. Il y en a un, en tout cas, je rappelle à votre mémoire, il n'y a pas si longtemps, en 2007, élection Nicolas Sarkozy, le Front National avait fait un très mauvais score, rappelez-vous. Oui, parce qu'on avait dit que... Bon, parce qu'il avait un peu flirté aussi, hein. On avait dit qu'il avait même le terme exact qui avait été repris dans la presse pendant très longtemps, c'était le terme de siphonner. Il avait siphonné le Front National. En 2007, pas en 2012. Non, pas en 2012. En 2012, c'est lui-même qui s'est fait siphonner d'ailleurs. Non, mais en 2012, on va pas revenir là-dessus, mais l'élection de 2012, c'est quoi? C'est essentiellement un vote contre Nicolas Sarkozy. Ouais, tout à fait. Oui. Les gens savent même pas pour qui ils ont voté. En réalité, ils ont C'est voté. pas Hollande qui a été bon, c'était Voilà. Sarko qui était mauvais. Et n'importe qui face à Nicolas Sarkozy en 2012, à mon avis,
gagner l'élection présidentielle. Mais par contre, 2007 est intéressant. Pourquoi? Parce que 2007, c'est la première élection. D'ailleurs, très souvent, les gens de la communauté maghrébine n'avaient absolument pas compris et disaient oui, mais il a un discours. Il a libéré la parole. Souvenez-vous de ce discours-là. Sarko, oui. Et moi, je suis absolument contre ce raisonnement-là. Ah, il a libéré la parole. Mais en réalité, pour connaître un peu le monde politique, il n'a fait juste une seule chose, lui. Et aujourd'hui, on dit pas à Macron qu'il a libéré la parole. Et pourtant, il fait exactement, si ce n'est pire, que parfois Nicolas Sarkozy. C'est la seule chose qui a changé. C'est quoi? C'est la population. C'est l'électorat français. Je mettrai un bémol à ce que tu dis, parce que je te rappelle qu'il a créé un ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Et de l'immigration. Et moi, je ne vois pas la raison d'être aujourd'hui. À la tête duquel il a mis un socialiste. Oui, aussi, oui. C'était qui à la base? C'était Éric Besson. Éric Besson. Ah oui, Besson. Mais enfin, il était socialiste par opportunisme. Au parti. Non, il était au parti socialiste. C'était Hortefeux avant. C'était Hortefeux avant ou après? Oui, non, Hortefeux d'abord. Et ensuite, Hortefeux, on peut pas le taxer de socialiste. Non, franchement. Non, mais lui, on peut le taxer d'Auvergnat. D'Auvergnat, ça c'est sûr. Mais quand il y en a un, ça va. Quand il y en a deux, c'est bien compliqué. Mais, messieurs, est-ce qu'il ne vaut mieux pas connaître son ennemi et peut-être discuter avec que de peut-être ennemi? Qu'est-ce qu'on entend par ennemi? Le Front National. Ah oui, en politique, bien sûr. Quand même, rappelons quand même que il y a des partis de gauche qui, à propos de l'islam et compagnie, sont pas très loin de la ligne du Front National. Rossignol, par exemple. Par exemple. Non, je pense qu'on mélange là. Non mais. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'on mélange les choses là. Il y a quand même des partis républicains. Être républicain n'est pas être pro-musulman, Christophe. Non mais d'accord, mais bon, on a eu des déclarations de salopards, pardon, quand même. Oui. Mais non, en fait, ça c'est la perception que on veut avoir. De gauche, on peut être salopard de droite, le tout. En fait, quand on pose la question, est-ce que ce parti est républicain ou normal ou pas, il faut se poser une question centrale. Quel est l'objectif de ce parti par rapport au pays et à la nation? Quelle est l'idéologie, surtout? Non, mais à la nation. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui. De tous les partis, en général. Ah, d'accord. Et donc, celui qui prétend pouvoir faire quelque chose de bien pour le pays, en général, peut être considéré, à tort ou à raison, comme un parti, donc, républicain ou un parti normal. Mais celui qui construit toute sa vision sur la division du pays, il ne peut être, pour moi, être déclaré ni comme un parti normal, et à la limite, même pas comme un parti républicain, parce que c'est l'intérêt général qui fait qu'un parti travaille pour son pays. Nous, on perçoit pas forcément les choses de la même manière pour une raison très simple. C'est que pour la plupart d'entre nous, on a des parents ou des grands-parents, ou si ce n'est nous-mêmes. Moi, je prends pas des ça en origines. considération. Si, parce que vous avez parlé d'intérêt général. L'intérêt général, c'est tous les Français. Je vais vous donner un exemple. C'est l'Auvergnat, le Breton, le Corse. Qu'est-ce qui fait tout ça? Qu'est-ce qui fait tout ça? Le Front National, et pendant très longtemps, en fait, il avait un terme, Jean-Marie Le Pen, il avait un terme qu'aujourd'hui, qui à l'époque choquait la gauche, essentiellement, qui était la notion de patriotisme. Oui. Encore aujourd'hui, à gauche, en fait, quand on utilise ce terme-là, on est quasiment taxé de nazi. Oui. Ça ne pose aucun problème lorsqu'on parle du Maroc, de l'Algérie, de n'importe quel autre pays, quand on parle d'être patriote. Jean-Marie Le Pen, pendant très longtemps, en fait, a surfé sur cette chose-là. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on a eu peur de réutiliser ce terme-là, qui pour moi n'est absolument pas choquant. Pourquoi? Parce que sous l'occupation, il y a eu le maréchal Pétain qui l'a surutilisé. Et donc du coup, pour pas être assimilé au maréchal Pétain, on dit surtout il fallait pas l'utiliser. Alors que patrie, exactement. Alors que le patriotisme, c'est quelque chose différent du nationalisme, qui est uniquement l'amour de son pays. Est-ce que Jean-Marie Le Pen, parce que la réalité c'est que c'est lui qui a développé le Front National, on peut dire ce que l'on veut, et pour moi, alors contrairement à ce que dit Christophe tout à l'heure, pour moi ils sont très mauvais. S'ils étaient très bons, je peux vous garantir une chose. J'ai pas dit que c'était bon. Alors je sais pas quel est le terme tu as utilisé, excuse-moi. Mais il me pose la question, est-ce que c'est un parti normal? Ah oui, voilà. Alors pour moi ils sont très. Une question et une affirmation, cher Farid, faut faire la différence quand même. Je te prie de m'excuser. Ne pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Ça fait longtemps qu'il est pas venu, il a oublié les règles du jeu. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si on sait pertinemment que Jean-Marie Le Pen n'avait aucunement l'intention de gagner le pouvoir. Pour une raison très simple, c'est que c'était un fonds de commerce et que lui, on a fait un véritable business. Donc du coup, lui, il avait aucun intérêt à gagner le pouvoir. Marine Le Pen, finalement, s'est quand même posé la question jusqu'à l'entre-deux tours en 2017. Elle a complètement foiré et donc on a compris qu'elle voulait pas également prendre le pouvoir en France, très clairement. Par contre, sa nièce, parce qu'on parle de sa nièce et de Marion Maréchal, ça c'est plus difficile. C'est peu difficile. Et oui, pourquoi? Parce que en fait, elle essaye
je pense que c'est voué à l'échec. Elle essaie de ramener sur cette vague populiste, on va dire mondiale, une vague populiste, la droite, on va dire le centre droit et la droite et l'extrême droite. Je pense qu'en France, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que l'histoire de France est tellement marquée que malheureusement ça pourra. Question 30 secondes avant la pause et avant que nous partions en Algérie, messieurs. Comment expliquer, parce qu'on en a vu, entendu, ici même d'ailleurs sur cette antenne, des personnes d'origine maghrébine qui ont voté en toute tranquillité pour ce parti. Il y en a de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui. Alors je lui conseille de décomplexer. Hein. Oui, je lui conseille de relire. Non, il y en a plusieurs. Hein, mais je leur conseille de relire 2 ou 3 livres dans l'histoire de l'humanité, notamment le fameux masque noir, peau blanche, masque noir, et surtout faut relire Dumémy, Statut de sel. Faut relire du Frantz Fanon. Il faut relire d'Ibn Khaldoun, mais c'est un peu plus difficile, un peu plus lointain. Tous ces gens disent que plus quelqu'un essaye d'imiter l'autre, le dominant du moment, plus le dominant du moment le méprise, plus lui-même il devient schizophrène. Bah, ils vous disent que vaut mieux l'original à la copie. Oui, non, mais parce qu'ils deviennent schizophrènes. Vous avez un grand militant du Front National, et il doit s'appeler Farid quelque chose, qui a été le compagnon qui a été le compagnon de route. Non, ça pourrait pas l'être. Non, qui a été compagnon de route. Qui a été conseiller régional. Non, mais compagnon de route de Le Pen. Ouais. Début jusqu'à la crise. Oui, mais attendez. Cher, il faut aller un peu, non, on n'ira pas plus loin, parce que j'ai la pub. Ah ouais, d'accord. Là, parce que c'est pas un citoyen. Grand forum, merci d'être avec nous avec Tarek Mami, Abdeslamitache et Farid Tabsamani pour ce premier vendredi de l'année 2020 et cette deuxième émission du LGF. Juste pour conclure, messieurs, sur ce sujet à la une, doit-on considérer ce Rassemblement National comme un parti comme un autre sur le fait... On est deux à avoir dit non. Oui. Le reste Abdeslam à dire oui. Moi j'ai dit non. C'est pas un parti. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est sur la partie où ces gens issus du Maghreb, justement, aient voté ou puissent avoir eu l'envie de voter pour ce parti. Ça m'interroge, ça m'a toujours interpellé. Ouais. Alors, moi, si tu permets, je vais me permettre de répondre. Comment dire? Moi, le Front National, c'est un parti que j'ai combattu de toutes mes forces pendant toute ma construction politique, et bien sûr, moi, je continuerai à les combattre et à expliquer à tous nos concitoyens que c'est un vote dangereux qu'il faille absolument éviter. Mais en même temps, moi je suis gêné par une chose. Pendant longtemps, je me suis battu sur l'idée qu'on voulait faire passer aux gens issus de l'immigration qu'ils étaient éternellement liés à la gauche et qu'ils étaient fils d'ouvriers, qu'il fallait absolument qu'ils votent à gauche. Je ne suis pas à gauche, je suis au centre, comme vous le savez, et j'ai toujours refusé l'idée que automatiquement on vote à gauche. On peut voter à gauche, comme on peut voter au centre, comme on peut voter à droite. Ouais, et j'ai envie de dire, comme on peut voter à l'extrême droite. Voilà. Non, mais ce que je veux juste dire, l'idéologie, je viens de le dire, et j'ai commencé par ça. Je la combattrai de toutes mes forces. Mais je ne peux pas accepter. Mais bien sûr que non. Voilà. Mais bien sûr que non. Mais je ne peux pas dire à nos concitoyens ce qu'ils doivent absolument faire. C'est à eux de choisir. C'est leur liberté de choisir. Elle réside dans tout ça. Ensuite, la culture politique, c'est à nous de la combattre. La combattre comment? Par des émissions comme celle-ci, en expliquant justement que ces idées sont nauséabondes, qu'elles sont dangereuses pour la République et qu'il faut s'éloigner de ces courants de pensée. Justement, vous faites d'idéologie. Faites pas de l'analyse politique. Allez, c'est intéressant ce qu'il Merci de distribuer les cartes. C'est intéressant ce qu'il veut dire parce qu'il parle d'idées. Voilà, oui, il parle d'idées. Voilà. Et en toute objectivité, si vous prenez le programme du Front National aujourd'hui, vous retirez le terme Front National, Rassemblement National. Je suis désolé de le dire. Il est plus que prévisible que les gens votent pour ce type de parti, y compris les enfants issus de l'immigration, même si j'aime pas ce terme. Tu remarqueras que sur le programme européen, l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent. Non mais c'est pour ça que moi ce qui m'apporte, c'est pourquoi les gens votent. Et Christophe posait la question, notamment pour les gens de culture ou issus de l'immigration, appelons ça comme vous voulez, de plus en plus vont voter au Front National. Pourquoi? Parce que en réalité, ils deviennent des citoyens à part entière. Oui, mais parce que la campagne de fréquentabilité et de séduction, elle se fait depuis que Marine Le Pen a pris parti. T'as complètement raison. Marine Le Pen, en réalité, contrairement à son père, a retiré tout ce qui n'était pas, en termes de visibilité en tout cas, tout ce qui n'était pas fréquentable dans son propre parti. Elle avait radié pas mal de monde, etc. Donc du coup, et même honnêtement,
moi je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, pour moi ce n'est pas un parti comme un autre, parce que son historique ne sera jamais comme un autre, mais il faut être honnête, vous prenez le programme aujourd'hui, que ce soit au niveau quasiment national ou quasiment à l'échelle locale, vous prenez le programme, il n'a rien à envier à tous les autres partis. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, je rajouterais la petite valeur supplémentaire, c'est l'idéologie raciste et nauséabonde. Aujourd'hui, je vais pas aborder l'aspect économique. Aujourd'hui, elle y est quasiment plus. Hein. On va prendre des auditeurs aussi. Oui, alors juste un mot pour compléter ce que Farid dit, mais en le détournant comme un fleuve. En fait, il ne faut plus voir au bout d'un certain nombre d'années, comme aujourd'hui 50 ans de l'immigration post-coloniale, on l'appelle comme on veut. Aujourd'hui, les gens ont des statuts sociaux qui vont les amener à voter selon leur statut social et non plus selon leurs besoins. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, le besoin. L'avocat, il va pas voter Front National et il va pas voter à gauche. Si, Collard. Alors, non, mais sur l'idéologie, dites-vous. Mais tu verras que Collard n'est pas Front National. L'Amir n'a fait que bouger. Autrefois, c'était les Arabes pour extrapoler le. Et aujourd'hui, ce sont les musulmans. Non à l'islamisme. Vous l'entendez, ça. Vous l'entendez. Mais on l'entend pas que de la part du Front National. On l'entend pas que de la part du Front National. C'est bien ça le problème. Et j'en ai parlé juste avant. Vous l'entendez chez Roquier, qui vous l'entendez chez Sarko. Courait après le Front National. C'est pas Le Pen qui a dit en apparence de musulman. C'est pas dans le programme. Oui, je suis désolé. Bon, Joseph, au 01 40 33 9000. Joseph et Abdelmajid sur ce sujet. Après, on file en Algérie. Joseph. Bonjour tout le monde. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année à vous, Joseph. Je suis sur la route, vous m'entendez bien là? Oui. Alors on va vous demander de vous arrêter peut-être pour votre sécurité. Bon, il fait ce qu'il veut, après il assume ses responsabilités. Hein. Après quand la police arrive et dit qu'est-ce que vous faisiez, il dit j'ai écouté France Maghreb 2. Ah bah c'est pas nous qui allons payer l'amende. Hein. Ah bah si. Ah bon, attendez, moi je suis pas complice. Hein. Bon Joseph, qu'est-ce qui se passe? Ah bah du coup il s'est barré. Il a eu peur, tu lui as fait. Il a eu peur des flics. Bon Joseph, bonne année. Alors Abdelmajid est avec nous. Salut Abdelmajid. C'est Abdelmalik, salam alaikum. Abdelmalik, pardon. Bon, c'est Abdel, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur le Front National, sur le parti, oui. Par rapport à Tarek Mami, ce qu'il avait dit par rapport aux grands penseurs. Il a nommé Ibn Khaldoun. Et il a dit que ceux qui voulaient ressembler à ce parti-là devenaient schizophréniques ou étaient méprisés. Mais il faut savoir que, pour moi, le Front National n'est plus le Front National. Parce que le Front National de Jean-Marie Le Pen, Gollnisch et tous ces anciens dinosaures, il n'existe plus. La base peut-être existe, mais tous ceux compris qui sont entrés dans l'administration, les grosses têtes, maintenant c'est fini. La plupart c'est les Collard, les Zemmour, les Goldanel et tout ça. Et c'est un parti qui s'est sionisé. Et en vérité, j'aurais préféré avoir un interlocuteur comme Jean-Marie Le Pen. Au moins c'est clair, on peut discuter, on peut négocier. Parce que ces gens-là, en parlant de photocopie d'original, c'est pas une photocopie, c'est qu'ils ont récupéré l'original à leur guise. Et ils vont s'en servir pour comme dit souvent Zemmour, pour la guerre civile. C'est leur seul objectif. Alors le Front National, dire que il a peut-être muté, mais d'une autre manière. Donc pour moi, je vois plus le Front National comme avant. Avant, on parlait des immigrés, les travailleurs, ceci, cela. Maintenant, c'est les musulmans. Alors même nous, apparemment, on a muté. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci Abdelmalik, pardon. Abdelmalik, effectivement. C'est ce qu'a un peu dit d'ailleurs en substance. Ouais. Hein. Oui. Et c'est pas faux d'ailleurs. On peut pas lui donner tort. Pas complètement. Bah non, mais il n'y a pas de complètement. Alors on peut retourner la question. Il n'est pas devenu le Front National anti-musulman pour ne pas être anti-arabe. Là, on va mettre les pieds dans le plat. Il est devenu pro-sioniste. Oui. Pour avoir l'accès aux médias et pour avoir beaucoup de protection. Excusez-moi. Non, il a pas, non. Et pour avoir comme soutien cette vision internationaliste sioniste d'aujourd'hui, j'allais dire, ça aurait été les bouddhistes. Il serait devenu anti-bouddhiste. Vous pouvez. Le Pen était, le juif était l'ennemi de Le Pen. Oui. Et Marine Le Pen a carrément dévié. Mais c'est pas Marine Le Pen. C'est pas Marine Le Pen. Je parlais de Mir qui avait bougé. Oui, c'est pas Marine Le Pen, cher Abdesalam. C'est son ancien mentor qu'elle a viré une fois qu'il a fait le boulot, qui aujourd'hui est élu au Parlement européen. Philippot? Non, un grand professeur universitaire qui lui est. Non, c'est un vrai, quoi, un vrai universitaire. Le nom m'échappe. C'est un véritable. Oui, non, mais Sofiane qui nous écoute, un autre encore, et qui lui a. Ils sont des bons, hein. Ah oui. Ils ont les meilleurs. Ouais, tout à fait. Et ils agissent d'ailleurs dans l'autre radio de l'autre côté pour former. C'était pas Chapeau. Je crois que c'était Chapeau. Un nom comme ça. En tout cas, il lui a expliqué
qu'aujourd'hui, elle ne peut pas prétendre accéder au pouvoir, parce que c'est ce que vous qui avez posé la question, cher Farid. Si vous voulez vraiment accéder au pouvoir, voilà le chemin de la gagne. Et il faut qu'on ait le même ennemi que ceux qui vont nous aider à gagner. Moi, alors, là où je suis pas complètement d'accord avec ce que. Mais c'est pas moi, je vais vous trouver son nom. Non, mais il peut dire ce qu'il veut. Oui, hein. oui. Ah, ben, Il peut fantasmer autant qu'il veut. Chapeau, quelque chose comme ça. Émeric. Mais pour moi, le changement de stratégie, de stratégie, enfin de notamment de discours. Alors, non pas sur le sionisme, mais on va dire sur la communauté israélite en France, pour parler très clairement, il a tout simplement lieu parce qu'en fait, c'est pas pour accéder aux médias. En vérité, ils ont accédé aux médias bien avant, et les médias, en fait, c'est pas ici que je vais le dire, ils le font selon l'audimat et l'audience. Mais en fait, ils ont changé de stratégie pour une raison très simple. C'était que l'histoire de France étant tellement lourde, et j'ai rappelé tout à l'heure quand je suis arrivé l'histoire même du Front National, qui en fait avant les Le Pen avait une histoire très difficile, notamment avec certains fondateurs qui étaient quasiment des nazis bien avant le Front National. Et en réalité, l'étiquette de l'antisémitisme, plus au fascisme, puisque même le symbole nazisme, il y a un des fondateurs, c'était un symbole italien qui avait été utilisé. Mais je te rassure, il y avait un des fondateurs a été membre, si je dis pas de bêtises, exactement. Donc du coup, c'est très connoté. Et en réalité, on a toujours taxé, et notamment longtemps dans les années 80, puisque Jean-Marie Le Pen a été longtemps condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale, pour antisémitisme. Ouais. C'était le véritable marqueur du Front National. Et Marine Le Pen, il n'y a pas besoin de faire 15 millions d'études stratégiques, a besoin pour se populariser, de retirer ce marqueur-là. Oui. Elle l'a presque fait. Moi, je pense que ça ne l'est pas complètement, mais elle l'a presque fait. Ensuite, elle s'appelle Le Pen. Et le problème, c'est qu'elle s'appelle Le Pen. C'est pour ça que la nièce, en fait, est beaucoup plus, à mon avis, intelligente, beaucoup plus dangereuse, tout simplement. Bah oui, parce qu'elle a changé de nom. Non, mais en plus, je vais vous dire, je vais vous choquer. Marine Le Pen, comme Jean-Marie Le Pen, ce sont des gens historiquement populaires, issus de la classe populaire. Il faut pas l'oublier. Ce sont des provinciaux. C'est populaire, mais issus de la classe populaire, pas sûr, hein, quand tu vois un petit peu dans quoi ils se logeaient. Historiquement, c'est pas très populaire. Non, mais ils sont nés dans la pauvreté. Ah oui, oui, c'est vrai. Et ils ont placé la richesse Lambert pour devenir. Exactement. Et Marine Le Pen, qui est quand même la fille de Jean-Marie Le Pen, qu'on va dire, elle n'est pas née, quand je dis, non, elle n'est pas issue de la classe populaire, Marine Le Pen. Mais, elle a toujours, et d'ailleurs, ses choix politiques. Elle a défendu beaucoup de sans-papiers au départ. Exactement. En tant qu'avocate. Elle a défendu des sans-papiers, mais au-delà de ça, où est-ce qu'elle s'est installée politiquement, Marine Le Pen? Elle s'est installée dans le Nord. Ouais. Elle s'est pas installée dans le 16e arrondissement, où comme son père, à l'époque, même s'il a fait beaucoup de voyages électoraux, mais ils habitent en PACA surtout. Ou en PACA. Donc du coup, en fait, c'est pas pareil. Alors que que la nièce, comment elle s'appelle? Marion Maréchal, elle est ce qu'on appelle issue, ce que moi, un mix, on va dire, de la droite catho et de l'extrême droite, qui est, elle, beaucoup moins populaire. Non, parce qu'elle est née après la richesse de grand-père. D'ailleurs, elle était la plus jeune à l'Assemblée nationale, comme l'a été son grand-père. On a retrouvé Joseph, les amis. Joseph. Parce qu'elle est née dans la richesse. Joseph. Exactement. Alors, oui, bonjour. Joseph. Bonjour. Bon. Oui. Alors, fais vite, mon ami, vas-y. Ouais, vous m'entendez là? Tout va bien? Oui, on t'entend, vas-y. Bonjour à tout le monde, bonne année à tout le monde. Et voilà, je commence avec, j'ai 4 points avec vous rapidement. Non, un nous suffira. Là, on parle du Front National, Joseph. Calme-toi. C'est la même chose. Bon, déjà, on commence avec Marion Maréchal. Elle a jamais été appelée Le Pen parce qu'il s'appelait jamais Le Pen. Il s'appelait Marion Maréchal. Ils ont jamais retiré le nom Le Pen des services. Ça n'existait pas Le Pen Péral, c'était Marion Maréchal. Deuxième chose, votre invité, quand on a parlé de Sarkozy, il a dragué de lecteurs de extrême droite. Mais il faut draguer les autres. Il faut que tu as dragué tous les lecteurs. C'est obligatoire. Tout le monde drague tout le monde. Tout le monde. Allô? Oui, c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Voilà, tout le monde drague tout le monde. Je vous rappelle comment ça s'appelle? Hollande. Sauf que Besançon, elle n'a pas dragué les lecteurs des homosexuels qu'il a dit, il a autorisé le mariage pour tous. À l'époque, elle n'a pas dragué les communistes quand elle a monté les impôts sur les fortunes jusqu'à 75%. Tout le monde drague tout le monde.
Mais je suis pour draguer les lecteurs du Front National. Parce que pour supprimer les lecteurs du Front National de l'avenir, il faut draguer les lecteurs. Donc on le drague pour supprimer l'électorat. Bon, d'accord. Non, pour supprimer les Fronts Nationaux. Eux-mêmes, les partis politiques des Fronts Nationaux. Pour les affaiblir, il faut la draguer. Obligé de draguer. D'accord. Ok, et autre chose? Troisième chose, il faut que Macron qui passe la prochaine fois. Parce que je vous dis dès maintenant, si Macron ne passera pas la prochaine fois, si le Front National passe au pouvoir, je vous dis à l'avance dès maintenant. Ça, vous savez, Joseph, moi, je n'y crois absolument pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tellement confiance en ce peuple de France qui se soulève à chaque fois qu'on a ce danger que moi, ce chantage de l'arrivée du Front National au pouvoir ne me marche plus, en tout cas en ce qui me concerne. La gauche, ils sont déconnés, la droite, ils sont déconnés. D'accord, bien sûr. C'est pour ça que Macron a tout intérêt à se retrouver face à Marine. Je vous dis à l'avance. Je suis là, et vous êtes là, on verra. Oui. Donc, et le quatrième et dernier point, Joseph? Le dernier point, c'est pour vous, ne vous excitez pas, hein. Vous restez calme. On ne peut pas trouver un président sur mesure pour vous. Pourquoi? Ou pour les Français. Non, mais attendez, c'est qui vous? C'est qui nous, Joseph? C'est qui vous? Pour France, Maghreb 2. Non, on cherche personne, on cherche un président. Nous, si on a besoin de faire un président, on a des... Pourquoi? Vas-y, pourquoi? Pourquoi? Parce que, pour vous, un bon président, il ne faut pas qu'il touche ni l'islam, et qu'il ne soit pas ami avec Israël. Voilà. Pour vous, c'est ça. Alors, vous avez tout compris. D'accord, ok. Vous avez tout compris parce que nous, on veut un président qui applique pour tout le monde, 66 millions d'habitants, la même règle, liberté, égalité, fraternité, à tous de la même manière, et aller dans le dîner des musulmans comme on va dans les dîners des juifs, comme on va aller... Là, c'est contradictoire. Non, mais c'est pas contradictoire. À partir du moment où on va chez l'un, on va chez les bouddhistes. Et on va partout. On est d'accord. Il devrait aller nulle part. Comme Jacques Chirac. C'est pour ça que je dis... La République française. Non, mais c'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je dis qu'un bon président doit appliquer la même règle à tous. La même règle à tous. Sauf que ça n'est pas possible. Pour une raison très simple, c'est que le pays n'est pas né avec la République. Oui. Le pays a une histoire avant la République française. Oui. Et on ne peut pas le nier. Oui. Donc, la difficulté, et c'est pour ça que c'est ingérable, et c'est pour ça on ira de toute manière, malgré la parenthèse Macron, on ira vers des soucis de cet ordre-là, parce qu'on ne parle pas du même langage, et on ne parle pas la même chose. Bon. Donc on n'est pas dans cette République qui prétend être la République. C'est un idéal, la République, ça n'est pas une réalité. Tarek, Farid, Abdeslam, Donc pas d'égalité. ce danger du Front National, ça n'existe pas. Est-ce que vous le... C'est un idéal. Il vous inquiète ou pas, ce danger? Moi, Pour arriver au pouvoir, non. Oui, non, moi j'y crois pas du tout. Moi, je ne crois pas parce que si vous voulez, on est d'accord. Il faut un socle en clair de 25 millions d'électeurs. Attention à l'effet Bradley. Non, mais c'est pas l'effet Bradley. Il faut 25 millions d'électeurs qui votent le même jour la même chose. Alors, pour ça, j'y crois, moi, par contre, ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir? Est-ce que c'est la présidentielle? C'est la présidentielle. C'est la présidentielle et législative. Non, mais c'est la présidentielle. Législative, plus encore moins, législative, voilà. plus appliquer le programme. C'est là-dessus que je n'y crois pas. Oui, voilà. Mais président, ça, j'y crois. Oui, c'est ce que je dis. Ça, c'est très facile. Elle peut gagner l'élection. Si elle ne maîtrise pas les fondamentaux du fonctionnement de l'État, parce que le pouvoir, c'est pas que la présidence, ou c'est pas que complètement. Là où moi je pense qu'en fait il y a blocage, c'est qu'elle ne peut pas modifier les règles du jeu entre la présidentielle et la législative, ce qui fait que la législative est biaisée en France. L'élection, on donne toujours une majorité. Voilà, ce qui fait que elle ne pourra pas avoir de majorité. Mais je vais vous donner juste un exemple. Vous vous souvenez? Dernier exemple avant qu'on file en Algérie. Est-ce que vous vous souvenez du second tour Chirac-Le Pen? Oui, 2002. 2002. Oui. Vous vous souvenez le Raoult qui était scandaleux entre les deux tours en disant attention, il faut Le Pen. D'ailleurs, ils n'ont pas débattu ensemble. Ils n'ont pas débattu. Non, parce que Chirac n'a pas voulu. Mais il faut, si on est honnête jusqu'au bout, vous savez que Jean-Marie Le Pen a gagné des voix entre les deux tours. Oui, bien sûr. Eh oui, il a gagné des voix. Oui, alors que ils sont d'où? Et dans son d'où ces voix? Non mais Marine Le Pen a gagné des voix entre les deux tours. Oui, mais elle était à 20, elle finit à 46. Sauf que le Raoult face à contre Marine Le Pen était beaucoup moins fort pour moi que en 2002. Absolument. Mais non, parce que s'il y avait l'effet de surprise, Farid. C'était la première fois que ça arrivait aussi. Et à mon avis, à force de dire ce sont des méchants, attention, et qu'on ne répond pas aux réelles attentes des électeurs, des concitoyens, je peux vous dire, à mon avis, un jour, elle gagnera l'élection présidentielle. Moi, j'étais descendu dans la rue en 2002 parce qu'il y a eu cet effet de surprise et j'ai eu cette inquiétude que je n'ai plus maintenant.
Franchement, je te dis honnêtement. Moi, je l'ai pas eu à l'époque. Bon, je l'ai très bien. prédit alors que. Très bien, t'as pas d'inquiétude, t'es jamais inquiet, t'es un mec parfait, Farid, c'est bien. Non, parfait, loin, je suis Bon. loin d'être parfait, mais je suis pas inquiet pour ça. Bon, tant mieux en même temps, si t'arrives à vivre tranquillement, c'est tranquille. Il y a des choses beaucoup plus graves pour moi. 17h16 sur France Maghreb 2, oui, ben on va en parler. Bon, pas maintenant, mais de l'Algérie par contre, avec l'annonce de la composition du premier gouvernement du président Tebboune. Elle est tombée hier soir, 2 semaines exactement après l'investiture du nouveau chef de l'État et la veille d'un nouveau vendredi de mobilisation aujourd'hui du Hirak, mouvement de contestation qui est né en février dernier en Algérie. La nouvelle équipe, 39 membres, 34 hommes, 5 femmes, avec parmi eux plusieurs sortants. Et c'est les petites nouveautés, c'est le porte-parole qui s'est prêté à l'exercice. Une première, puisque la composition du gouvernement était auparavant annoncée par un communiqué officiel. En revanche, moins de nouveautés parmi les titulaires, les principaux portefeuilles, plusieurs ont occupé des fonctions dans le précédent gouvernement. Pas de changement aux affaires étrangères, un portefeuille que conserve Sabrine Kadour après avoir brièvement assuré l'intérim comme Premier ministre. L'intérieur sera occupé par l'ancien ministre de l'Habitat Kamel Bedjoud qui en a assuré l'intérim depuis le limogeage de son prédécesseur par le nouveau président. Continuité aussi à la justice pour Belkacem Zekmati, à l'énergie pour Mohamed Arkab. Le portefeuille des finances revient à Abdelrahman Raouria qui a déjà occupé cette fonction entre 2017 et 2019 sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. 4 autres ministres sont nommés à des postes qu'ils ont déjà occupés sous l'ancienne présidence. Enfin, pas de ministre de la Défense, puisque le président algérien occupe traditionnellement cette fonction. Le poste de vice-ministre de la Défense, lui occupé par le général Gaïd Salah de 2013 à son décès la semaine dernière, ne figure plus dans ce gouvernement. Et la petite nouveauté quand même, pas des moindres, c'était une promesse d'Abdelmajid Tebboune, le plus jeune ministre, je crois que c'est le ministre des startups à 26 ans. Donc voilà. Alors, il y a une autre petite surprise. Laquelle? C'est Nordine Morcelli. Nordine Morcelli qui est secrétaire d'État chargé du sport d'élite. Ah oui, ah c'est bien ça, c'est bien. Alors comment, juste vraiment il nous reste 3 minutes pour cette partie. Votre analyse sur ce premier gouvernement Tebboune. Tarek Mami. Ah bah pour moi, ce que je veux dire n'est pas une méchanceté. Mais on se méfie. Quand on commence comme ça, ça sent la boule puante. Non, mais je veux dire, la patate. Il y a une espèce de, comme disait Giscard, de continuité dans le changement ou du changement dans la continuité. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger d'une situation réelle de la classe politique algérienne à un 100% nouveau. Ouais. Donc on est obligé pas partir de rien. Voilà, on est obligé de mixer et de prendre ce qu'on considère comme ayant bien servi parmi l'existant pour injecter des nouveaux sons et pour avancer. Et donc vous avez les 3 choses moi qui m'intéressent dans ce changement, c'est qu'on envoie le message, il n'y a plus de militaires présents lors du conseil d'administration. Il a proposé. Qui? Bien sûr, il l'a proposé au chef d'état-major. Oui. Il l'a refusé. Il l'a refusé, c'est pas pareil. Absolument. Oui, mais dans une discussion, je te propose, tu refuses, mais tu gardes le contrôle de ce que tu as si on va faire de la sous-politique. Mais le message qu'on envoie, j'ai bien utilisé le mot message, qu'on envoie à la société, au Hirak et au monde, aujourd'hui, il n'y a plus de militaires en kaki lors du Conseil des ministres. Oui, ça, c'est un message. C'est une première. Non, mais c'est un message. Ouais. La deuxième, c'est ce jeune de 26 ans. Ouais. Et la troisième, des startups, et la troisième, c'est le retour d'un secrétariat d'État des Algériens de l'étranger qui a existé en 99 sous Arwal, je crois, non? Oui, sous Arwal et un peu sous premier mandat de Bouteflika et qui revient. Et moi, je suis content ici et fier parce que nous, à France Maghreb 2, c'est une des questions qu'on a posées au président de la République. Et les 3 questions et les 3 préoccupations que nous avions posées ont été réalisées. Oui. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour la première, oui. Pour le reste, on attend quand même. Si. Pour la première, attendez. La première, c'est laquelle? C'est rapatriement. Le rapatriement, c'est une promesse pour l'instant. C'est pas encore acté. Non. Bouteflika s'est fait élire, enfin, l'avait déjà annoncé. Non, mais aujourd'hui, vous avez. Non, mais c'est engagé, Tarek, on est d'accord, mais ça n'a pas été voté, ça n'a pas été acté encore. Ça fait partie, c'est applicable parce qu'il l'a fait dans son discours d'investiture. Oui, c'est le programme dans lequel il est. Moi, j'y crois pas. La deuxième, c'est quand même, de fait, parce que moi je sais, j'ai pas à le dire, de fait, la suppression de l'article 51, parce qu'il y a des ministres aujourd'hui qui ont été nommés et qui portent la double nationalité. C'est-à-dire, de fait, c'est parti. Et donc. Ah oui, très intéressant ça. D'accord. Je dirais pas qui c'est, mais c'est fait. Ouais. Et la troisième, c'est ce secrétariat d'État
qui revient alors qu'il a disparu depuis 99. Très bien. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, même si la presse algérienne aujourd'hui n'insiste pas sur la place. Est-ce que je peux être dur? Oui. Non, Oui, tu vas être oui, dur après la oui, pub. oui. Comme ça, Farid Tabsamani nous promet de la dureté dans un instant, messieurs dames, sur la nomination du gouvernement algérien. Abdeslam sera beaucoup plus calme, j'en suis certain. Toujours. Et on va partir en Libye, les amis, parce qu'il y a source d'inquiétude en Libye et aussi en Iran. Et avec ce qui s'est passé à Bagdad hier soir, l'aéroport de Bagdad touché par 4 tirs de roquettes hier soir, et la mort donc de cet Iranien, de cette haute personnalité iranienne, l'assassinat par les États-Unis. On y revient avec toutes ses conséquences dans un instant. C'est le LGF. LGF, le grand forum, messieurs là, même en antenne, ça débat, c'est formidable, c'est ça l'esprit. LGF avec Farid Tabsamani, Tarek Mami et Abdeslam Itache. On a écouté l'analyse au lendemain donc de ce premier gouvernement Tebboune qui a été donc hier soir annoncé par le porte-parole. Ça ressemble un petit peu à ce qui se fait ici d'ailleurs. C'est le porte-parole aussi qui fait ça aussi en France. Avant c'était un communiqué officiel, donc il y a une petite nouveauté, quelques petites nouveautés dans ce gouvernement. On les a évoquées. On va signaler quand même qu'il y a eu une libération provisoire, et j'insiste bien sur le mot provisoire, de détenus politiques. 76 en effet, dont le grand monsieur Boureba, qui était âgé de 86 ans, donc qui a été libéré. Par contre, pour Karim Tabou, ça a été démenti. Et le général Hadid. Pour ce qui est de Karim Tabou, beaucoup avaient annoncé sa libération. Il n'a pas été libéré comme annoncé. Farid, tu nous as promis d'être dur. Pourquoi d'abord? Non, oublié. Non, j'ai pas oublié. Il m'arrive d'oublier, mais là, j'ai pas oublié. La pub t'a calmé. Parce que monsieur Cheikh Mami, il, naturellement, en tant que directeur de la radio. Non. Quand j'interviens là, j'interviens en tant que directeur. Non, bien sûr, oui, mais les références que vous avez énoncées sur votre plaisir, d'une certaine manière, qui concernait l'article 51, le secrétariat d'État, etc. Qui concerne les Algériens résidant à l'étranger. On est bien d'accord. Et qui, si je dis pas de bêtises, concerne très peu, pour pas dire absolument pas, la masse des Algériens vivant en Algérie. C'est tout Non. Alors là, vous faites la différenciation entre les Algériens d'Alger et les Algériens de Paris. La diaspora. Il y a combien? Non mais. Entre les Algériens d'Algérie et les Algériens de l'étranger. Ouais. Il y a combien de millions, il y a combien de pourcentage d'Algériens à l'étranger? Énormément. Hein? Je sais pas combien. Moi, je vous laisse faire. En tout cas, est-ce que ces Algériens ont le droit d'exercer certaines fonctions? Alors c'est une véritable question morale et philosophique, complètement. Oui. Moi je pense que non. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il tombait de ma chaise? C'est vrai? Non, mais je suis provocateur, volontairement. Non, c'est comme. Parce que là tu parles de moi. Vas-y. Non mais je me mets dedans même si je suis pas d'origine algérienne. Je vais te répondre. On ne peut pas se mettre au même niveau que des gens qui vivent sur place 100% de leur année. Oui. Ça n'est pas possible. Et c'est pas moral. Ça veut pas dire que les Algériens qui vivent à l'étranger n'ont pas le droit à la parole. Et c'était regrettable que jusqu'à présent, la manière dont ils étaient traités était très négative pour moi. Et je trouve que c'est une chose très positive, le fait que le nouveau président ait remis un secrétariat d'État, etc. Mais si, pour revenir, est-ce que tu veux répondre à Abdeslam là-dessus? Je vais te laisser terminer sur le reste. Je te laisse finir et tu m'accorderas le même temps. D'accord. Sur le reste. C'est les mecs qui font l'émission, tranquille. Vous connaissez là. Allez-y, t'es partagez-vous le temps. Moi, je suis d'une grande courtoisie républicaine. Ça me dérange pas que tu me répondes là-dessus maintenant. Mais donc, moi, j'ai dit, je vais être dur avec monsieur Mami. C'est toujours cette chose qui, pour moi, est absolument, pour moi, c'est peanuts, entre guillemets, sur le fond du problème en Algérie. Objectivement. Le fond du problème en Algérie, les gens qui souffrent en Algérie, c'est quoi? Vous l'avez parfaitement dit, c'est essentiellement des gens qui veulent un niveau de vie meilleur. Bien sûr. Et quand on creuse un peu, c'est quoi? C'est que depuis l'indépendance, le pseudo-système politique en Algérie est contrôlé par une oligarchie militaire. Oui. C'est une réalité. Oui, tout à fait. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça a changé maintenant avec l'élection d'un nouveau président? Non. Est-ce que ça a changé avec un nouveau gouvernement? Pas encore, en tout cas. On espère, et je le souhaite de tout mon cœur, que ça évolue, mais le reste, c'est pour ça que j'ai dit que je vais être un peu dur volontairement sur le fait que l'histoire des rapatriés. Je dis pas que ça, c'est pas intéressant, mais en toute objectivité, celui qui est au fin fond de l'Algérie, qui n'a même jamais connu Alger, en a strictement rien à faire. Et je laisse la parole. Sauf s'il a un parent qui est mort à l'étranger
et qu'on n'a pas pu rapatrier faute de 5 000 € par personne. Et chaque C'est ce Algérien, que ça coûte, hein, effectivement. mais chaque Algérien, Ne les on a a pas. au moins un dans l'entourage. Et je précise, bien sûr. 5 000 à partir de la France, 10 000 € à partir Ailleurs. du Canada. Exactement. Et ça, moi, je l'ai J'ai pas connu. dit que c'était pas important, attention, hein. J'ai dit juste que c'était pour moi, Ouais. je pense, Ouais. mais je peux me tromper, Ouais. parce qu'Absem va forcément me contredire, mais je pense que ça n'est pas une Tu priorité, n'es pas mon ventriloque. ça n'est pas une priorité pour pour les Algériens qui vivent en Algérie. Bon, Voilà. Abdeslam sur le gouvernement et sur la réponse à Farid. D'abord, concernant l'article 51 qui est devenu l'article 63, et j'invite les auditeurs à faire des recherches sur cet article qui est juste insupportable. Moi, à l'époque, j'avais fait une émission sur Canal Algérie où justement j'avais dénoncé l'article 51 et en même temps, à la même période, Manuel Valls nous avait promis la déchéance de la nationalité française pour les binationaux. C'est-à-dire qu'un Français qui était mononational ne pouvait pas risquer de perdre la nationalité parce qu'on ne pouvait pas être apatride. De la même manière, Sa femme l'a calmé vite fait. oui, mais de la même manière, en Algérie, on nous dit qu'on n'est pas complètement algérien. Et je m'explique. Et je vais développer. là, Et je là, vais non, développer. mais Je vais développer. juste la Non, boutade. non. Il pouvait La- s'appliquer cette même loi lui-même, parce que lui, Oui, puisqu'il est binational, Voilà. absolument. Et qu'il est parti avec les secrets d'État à Voilà, l'étranger. voilà. Mais ce que je veux juste dire, c'est que j'ai un ami qui est vice-président de la wilaya de Batna, que je salue, qui doit certainement nous écouter. Lorsqu'il m'a posé la question, il m'a dit, mais concrètement, qu'est-ce qui te gêne dans cet article? Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, toi, demain, si tu as besoin de moi en tant que technicien, sur tout ce qui est urbanisme ou voirie et autres, eh ben, demain, tu ne pourras pas me recruter parce que l'article 51 va à l'encontre de ça et que je ne peux pas occuper certaines fonctions parce que je suis binational. Et c'est juste, tout à l'heure, on parlait du triptyque républicain qui est liberté, égalité, fraternité. Là, on est dans l'égalité. Et moi, je suis désolé, je ne suis pas moins algérien qu'un Algérien d'Algérie. Je suis algérien et je suis aussi français. Et que lorsque je suis en Algérie, je suis algérien. Et que j'ai le droit au même traitement que n'importe quel Algérien en Algérie. Et on n'a pas le droit de m'écarter de certaines fonctions sous prétexte que j'aurais une autre nationalité. Alors le problème pour moi de 51, pour moi le problème de l'article 51, ce n'est pas l'égalité pour accéder au poste. Mais oui. C'est plutôt une dimension éthique et morale qui fait qu'on crée dans le même pays deux citoyens de deux catégories. Et dans l'histoire de l'Algérie, on reviendrait au deuxième collège, ce qui est détestable. Et quand j'ai posé la question au président Tebboune, j'avais aussi une nationalité au rabais. Voilà, j'avais aussi cette idée que vous pouvez pas traiter vos citoyens. J'ai pas dit qu'il fallait l'accepter. J'ai dit juste. Ah, mais attendez, j'ai pas dit qu'il fallait l'accepter. J'ai dit quoi précisément? J'ai dit que l'Algérien qui vit 100% de son temps en Algérie, c'est pas 100%. Mais on peut vivre l'Algérie. La raison fiscale. Voilà. La raison fiscale. 6 mois et un jour. Alors je glisse sur la Tunisie. S'ils appliquent la même règle en Tunisie, la Tunisie perdrait la première ressource financière. Mais le Maroc pareil? Oui, non, au Maroc. Fiscal, je paye Et des auquel impôts cas, en Algérie. non, mais auquel cas. Tu payes quel impôt? Non, mais l'impôt foncier. Non, non, je suis non, propriétaire. en dehors de l'impôt foncier. On paye problème. tous l'argent qu'on envoie en Tunisie, au Maroc, pour plus l'instant. qu'en Algérie. Parce qu'il y a les banques, il y a le système qui est différent, mais le besoin, c'est que l'Algérie a moins besoin des transferts d'argent de ces non mais l'argent se déplace, sauf qu'il ne passe pas par le circuit. Alors donc que on les peut pas autres pays, c'est Satisfait du nouveau gouvernement, Abdeslam? Bah écoute, wait and see. Moi, je suis toujours la continuité de je suis toujours optimiste. dans la continuité. Je suis toujours optimiste et moi j'espère justement que le gouvernement réussira justement à résoudre les problèmes que les Algériens vivent aujourd'hui et tous les Algériens où qu'ils soient et de la même manière. Donc oui, moi je suis assez content. Bon. On a un ministre de 26 ans, c'est quand même un symbole assez important. Dans la conférence, le président, il a dit il y aura même des ministres de 26 ans et j'ai rigolé parce que j'étais dans la conférence de presse, je me suis dit Monsieur Tebboune a déjà le nom du mec qui a 26 ans dans tête. Il a pas osé le dire, mais il aurait pu dire. J'ai un garçon de 26 ans, je l'ai pas regardé de la même manière hier soir. Non mais le symbole est beau. Oui. Mais franchement, c'est vraiment pas ce qu'on lui souhaite à ce jeune de 26 ans. Je le connais pas personnellement, je lui souhaite le meilleur. En toute objectivité, à 26 ans, être secrétaire d'État. Ministre, pardon. Au start-up. Non mais peu importe la raison. C'est pas la même chose.
Bah, C'est c'est comme à 39 ans être président de la République, C'est alors. pour ça que je dis, Ouais. le symbole est bon. Oui, Ouais. Moi, même- le symbole est mais bon. start-up. Mais en toute objectivité. Et hier, on a eu avec, je saute de Coca-Cola, excusez-moi, on a eu un jeune qui a joué avec Medjahed. Et Medjahed pose une question sur Instagram, un truc comme ça. Et le jeune nous donne une réponse. Moi, j'étais là. Je comprenais pas ce qu'il disait. Il y avait Donia pareil. Et Medjahed, il lui dit, c'est quoi le mot que tu viens de dire? C'est-à-dire que ces gosses aujourd'hui, pour ces domaines de start-up, ils ont des choses à donner. Et que peut-être que ça amènera de la fraîcheur. Non, y compris ça, il n'y a dans la pas de souci. discussion. Voilà. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ministre? Oui. 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 En Algérie ou ailleurs? Oui, oui. Mais vous avez potentiellement, je dis bien potentiellement parce que je connais pas précisément son ministère à lui. Ouais, ben, Vous avez une start-up. administration. Donc, il faudrait avoir 60 ans Mais pour c'est- être ministre. J'ai pas dit ça. Ouais, ouais. Mais quasiment, moi je suis pas contre. Hum. C'est malheureux. Et président de la République à 39 ans, c'est trop jeune? Il Pour apprend, moi, il fait mais un stage. complètement. Il Alors, fait un stage. la Pour moi, constitution oui. algérienne interdit à tout candidat de se Alors, c'est présenter 26 ans. non, c'est 40 ans. En dessous de 40 ans. Donc Macron n'aurait Ah, pas été élu à la présidentielle. président. Ah ouais? Ouais. D'accord. C'est On va Ah accueillir. ben, en Mais série. c'est quasiment islamique, ça. Hein. Oui, et- L'histoire des 40 Oh. attention, l'histoire des 40 ans, c'est une histoire de maturité, c'est quelque chose de quasiment islamique. le prophète a Oh. commencé à C'est- recevoir À le 40 ans, message j'en à connais que c'est 40 ans. encore des gamins dans Voilà. leur tête, hein. Et Mais bon. en Syrie, ils ont par contre réglé Pourquoi tu le me regardes, problème. Christophe? En Syrie, ils ont réglé le problème parce que Bachar, il avait 36 ans ou 37 ans et qu'il fallait 40. Et puis dans une petite réunion de l'après-midi, au lieu de faire une prolongation de la Constitution, ils ont changé l'âge pour que ce soit 36 ans. Morad Damien, est-ce qu'il est satisfait du gouvernement algérien? Morad, bonsoir. Non, à mon avis, c'est une alternance clanique qui est mise en place. Moi, ce que j'aurais voulu vous dire qu'il y ait un ministère des handicapés, parce que vous savez que moi, je suis pas le rapatriement de ma dépouille, je la paie de mes propres moyens. C'est-à-dire ce que cet argent-là, il faut le donner aux handicapés, aux aveugles. Un aveugle, vous savez combien il touche, hein? Il touchait 20 € par mois, et quand le mouvement populaire s'est soulevé, ils ont rajouté 6 000 dinars, ce qui fait à peu près 50 € par mois. Alors, il faut un ministère des handicapés, hein, ça c'est très important, parce que bon, ce sont des citoyens qui n'ont pas de santé, et qu'est-ce qu'on fait pour eux? C'est prévu dans le discours d'investiture Voilà du le président de la problème. Le République. problème, Donc c'est j'ai qu'il y a pas des en gens mémoire, cher ami, le nom de tous les ministères, mais dans le discours d'investiture, il y avait la question de l'handicap et de la dignité de la vie de ces personnes. C'est dans le programme. Merci Morad, en tout cas pour votre réaction, messieurs. Il faut Non, mais c'est qu'on- bien. Oui, non, mais c'est Non, très c'est bien. très bien. Merci beaucoup Mais, Morad pour cette évidemment d'avoir soulevé ce problème parce que c'est vrai que les handicapés J'ai la et là liste, je c'est vais pas voir s'il y propre avait, à l'Algérie, mais on peut dire que dans certains grands pays, enfin sûr. pays qu'on connaît tous, les handicapés sont pas forcément les mieux traités. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on parte maintenant en Libye, puisque le parlementaire turc donne leur feu vert pour une intervention militaire de la Turquie en Libye. Les élus ont approuvé une résolution autorisant leur gouvernement à déployer des soldats pour soutenir le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli face aux troupes de Haftar. Initialement, ce vote devait avoir lieu mardi prochain. Il s'est finalement tenu hier. Pour certains analystes, le président Erdogan a voulu accélérer les choses avant la visite de son homologue russe, Poutine, la semaine prochaine. Le dirigeant doit notamment assister à la cérémonie d'inauguration du gazoduc Turkstream. Voilà pourquoi Erdogan aurait accéléré le fait du vote du Parlement. Erdogan, quels sont ses intérêts en Libye? Parce qu'il y en a, messieurs. Tarek, peut-être là-dessus? Alors 2 mots. La première, c'est que Erdogan est en train de perdre la bataille de Syrie. Et il en est convaincu. Non mais il reste 300 km, Idlib, tout ça. Et il reste à peu près 20 000 bonhommes en armes qui aujourd'hui dirigent leurs armes vers Bachar ou vers les troupes syriennes. Ouais. Et que ces armes, il veut pas qu'elles soient retournées d'une manière ou d'une autre contre la Turquie. Ouais. Donc il faut bien les envoyer quelque part. Ça c'est de la géostratégique classique des Sanso. Donc il essaie de se refaire une santé en Libye, non, quoi. non, il essaye de sauver sa Il Turquie. veut les Ouais. occuper. Voilà, ils vont les occuper, c'est le beau temps. L'Algérie a payé un lourd tribut. Voilà, après Les l'Afghanistan. Moudjahidines Après de l'Afghanistan. l'Afghanistan, exactement. Donc si ils les envoient pas ailleurs, ils vont le faire en Turquie. Donc c'est une manière d'évacuer ces terroristes. Ça c'est la première. La deuxième, c'est qu'il est en phase de négociation avec Poutine Ouais. et il a le complexe de l'empire parce que c'est un fils d'empire et il veut montrer à Poutine Pourquoi le complexe?
Parce que quand on a été dans l'Empire comme la France. Mais ils sont, les Turcs, sont impérialistes. Non. Mais l'Empire aujourd'hui n'est plus. C'est comme la France qui est impérialiste. Mais ils l'ont dans la tête. Oui, dans la tête. Les Français aussi. C'est pour ça qu'ils vont plutôt au Maroc. Le Maroc est impérialiste. Qu'ils vont, pas dans le sens impérialiste, mais dans le sens de l'Empire. Pareil, le Maroc. En tout cas, la même chose. Non, il n'y a pas de problème. Il veut se comparer donc à cet empire en construction. Alors on va la faire à l'envers. Il y a un empire en déperdition et qui a perdu et qui voudrait revenir, et il y a un empire russe qui lui est en train de revenir. Et lui, il pense qu'il ne peut pas obtenir grand-chose de l'OTAN, parce que c'est le deuxième volet de la discussion d'Erdogan, sans avoir à faire un chantage à l'OTAN. Si vous me donnez pas, je vais de l'autre côté. Donc il y a deux raisons. Mort cérébrale. Non, mais ce qui est complètement faux. La mort cérébrale de l'OTAN. Oui. Non, elle est pas morte. Elle est bien pas morte. Au contraire. Non, mais elle est pas morte. Je suis pas d'accord avec vous sur l'histoire de l'OTAN. Oui, non, elle est pas morte. Laquelle est la Turquie, là. Non, l'OTAN n'est pas morte tant que les Américains ont des soldats à l'étranger. L'OTAN sera jamais. Non, mais attendez, le jour où tous les soldats américains rentreront en Amérique, vous verrez quelle est la durée de vie de l'OTAN. On en parle. Ça sera jamais le cas. Non, mais. La Libye, la conséquence de tout ça. La conséquence. Pourquoi les Turcs, pourquoi Erdogan, au-delà des symboles et de la philosophie et de l'histoire, etc., veut absolument mettre un pied en Libye? Il y a le gaz. Bien sûr, il y a le gaz. On va refaire la guerre de Syrie. D'où la question sur les intérêts. On va recommencer. La guerre de Syrie, c'est quoi? La guerre de Syrie, au départ, c'est l'oléoduc qui passe par Chypre ou par la Turquie. Oui. Donc, sauf que on se retrouve aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est que Erdogan fait tout pour vivre jusqu'à 2022. Il a un rêve. Et il l'a dit au début de sa carrière. C'est arriver à 22, donc la chute de l'Empire ottoman, l'arrivée de Kemal Atatürk, et montrer qu'il est plus fort que Kemal Atatürk. D'ailleurs, il est en train d'ouvrir le fameux canal de la Caspienne, qui va relier la mer Noire à la mer Méditerranée, contre l'avis de tous les écologistes turcs, parce que ce contrat-là était interdit d'être fait quand l'Empire ottoman a été donc détruit en 1922, et vous savez qu'il y a en gros une dizaine de choses que les Turcs ne pouvaient pas faire, pendant un siècle. Mais cher, donc là on est quand même sur des considérations purement personnelles. Oui. Absolument pas dans l'intérêt même de la Turquie. Oui. Ou dans l'intérêt même du monde ou du monde musulman. Oui, bien sûr. Il l'assume. Bien sûr. Non, mais Erdogan a un ego comme tous les hommes qui dépassent pour moi 8 ans, 10 ans de pouvoir. Oui, mais vous répondez pas à mes questions, parce que moi, je veux les conséquences de tout ça, parce que là, on parlait de la guerre en Syrie. Est-ce qu'on est finalement pas dans une répétition de cette guerre en Syrie, aux conséquences dramatiques pour les pays voisins, comme la Tunisie, comme l'Algérie, comme l'Égypte aussi? Alors, je termine sur un mot. La Libye a une structuration tribale qui fait que les gens ne respectent pas l'ordre venu d'en haut et que chacun défend ses 500 km². Et donc c'est ça la puissance de la résistance de la Libye de demain. Et aujourd'hui, le chef officiel de toutes ces tribus s'appelle Saïf Eddin Islam, fils de Gaddafi, élu démocratiquement en 2017 par toutes les tribus, et tout le monde fait comme s'il n'existait pas, et lui-même il fait pareil en attendant. Farid Tabsamani. Ouais, moi je vois d'un mauvais œil l'arrivée des Turcs sur le continent africain et précisément sur la Libye. La Libye est un grand pays, une grande histoire, avec des frontières. C'est ça la difficulté, c'est ça, c'est que on a même pas encore évacué la guerre du Sahel, dont la Libye est partie prenante malgré elle. Que en fait un nouvel acteur poussé, parce qu'en réalité il est poussé par les Américains, Erdogan va faire une partie du travail que Trump ne veut pas faire parce que c'est l'élection présidentielle, parce qu'en fait, en réalité, le meilleur allié des États-Unis, ça reste la Turquie sur ce terrain-là. La difficulté, pour moi, on a parlé longuement tout à l'heure de l'Algérie. La grosse difficulté, c'est l'Algérie et l'histoire. C'est que vous ne pouvez pas, parce qu'on a beaucoup parlé de symboles tout à l'heure, de l'Empire ottoman, etc. On ne peut pas nier le symbole que ça voudrait dire de réavoir des troupes ottomane, on va dire turque aujourd'hui, à la frontière, qu'on le veuille ou non, de l'Algérie d'aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est catastrophique et que ça va nous amener vers... Inquiet? Non, alors il y aura pas de guerre en réalité, mais ça va nous amener vers... Parce que l'Algérie traverse une crise intérieure très compliquée, qu'il va falloir remédier, et elle n'a pas, je le dis très clairement, elle n'a pas les moyens de... Ou alors
ou alors, au contraire, elle aura les moyens justement de restructurer sa population vers un ennemi commun qui est l'Empire ottoman. Selon le chef d'état-major, elle a peur de rien, l'Algérie. Elle se dit prête à toute éventualité. Ça, c'est un chef d'état-major. Il est obligé de dire ça. Il ne va pas dire oui, nous avons peur, nous allons nous faire envahir. La France, quand elle s'est fait envahir par les Allemands, je peux vous dire que la veille, le discours, il était tout autre. Bon, il y aura pas de cet ordre-là, mais ce que je veux dire par là, c'est symboliquement, c'est très fort et très néfaste à mon avis. Abdeslam. Avant qu'on file en Iran. Alors, Tarek Mami avait dit 2 mots. Alors, il nous en a fait 2 pages. J'en ferai pas tout autant, mais 2 mots pour moi aussi. Tout d'abord, la souveraineté. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une violation des espaces et chacun, justement, sur une stratégie économique, participe au déséquilibre de la région. Et on le voit bien, et ça fait bien un moment que ça se passe comme ça. Mais moi, j'ai envie de dire, où va-t-on? On peut pas d'un côté combattre Muammar Kadhafi à l'époque où il avait envahi le Tchad, il avait été frappé par la France. À l'époque, c'était Mitterrand qui était président de la République, et en même temps laisser la Libye comme ça, occupée par des puissances étrangères dans un but économique. Donc, il faut absolument que l'ONU, le machin, comme l'appelait le général de Gaulle, on se demande bien à quoi il sert, puisque pour l'instant, d'ailleurs, elle ne s'est pas exprimée sur le sujet, mais on voit bien aujourd'hui que la souveraineté des pays n'est plus respectée. Et c'est bien ça le drame. Parmi les nombreuses inquiétudes qui figurent aujourd'hui, un petit peu partout aujourd'hui, quelques heures seulement après cette frappe américaine ordonnée par Donald Trump, frappe qui a débouché sur la mort du général iranien Qasem Soleimani, le chef de la force El-Quds, un général iranien qui est en Irak. Oui, une des plus puissantes donc des gardiens de la révolution en Iran. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir quelle va être maintenant la réaction de Téhéran. Est-ce qu'il faut s'attendre à un nouvel embrasement du Moyen-Orient? Depuis ce matin, les autorités iraniennes crient vengeance, car il faut le souligner, c'était pas n'importe qui, hein, messieurs, c'était un personnage clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient, un homme qui se trouvait même au cœur du système politique dans la République islamique, qui a été touché, assassiné par les Américains. Messieurs, qui veut s'exprimer là-dessus? On a 4 minutes. Bah, j'y vais. Alors, il y a 2 choses. Je prends pas les 4 minutes, hein. Il y a 2 choses. Un, c'est que je trouve que la meilleure expression et la meilleure prise de position est celle de l'ancien vice-président américain Joe Biden, qui dit le président Trump a jeté un bâton de dynamite dans une poudrière. Oui. Et ça résume la situation. C'est clair. Je suis pas d'accord. Hein? Bon, par principe, Farid Tabsamani n'est pas d'accord. Oui, mais faut bien tenir le débat. Pas contradicteur. Ouais, c'est normal. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le régime iranien est à la fois aux abois, mais à la fois a construit une industrie militaire qu'il ne peut pas encore monnayer, comme les Américains, comme les Israéliens, comme les Anglais et comme d'autres. Donc il est contraint. Et le geste de Trump reverse du sang neuf dans la population iranienne qui traditionnellement va se remettre autour de ce système, de ce gouvernement, parce que les Iraniens sont un peu comme les Algériens, c'est-à-dire qu'ils acceptent de s'entretuer entre guillemets entre eux, mais n'acceptent jamais à ce que quelqu'un de l'extérieur vienne tuer l'un d'entre eux. Donc il s'est pas rendu service sur ce point-là. Inquiet, Tarek. C'est volontaire. Est-ce qu'il faut craindre? C'est volontaire. Est-ce qu'il faut craindre un embrasement? Alors un embrasement pour moi à feu doux, mais en feu continu. Et moi, je prends 2 paris. Le premier pari, c'est que... Allez-y, on est le 3 janvier, là. Oui. 17h47. 2 paris, c'est que dans les années qui viennent, l'Iran aura sa bombe nucléaire, on va y venir. Parce qu'elle va comprendre que l'équilibre de la peur est le seul point qui arrête l'humanité. Pakistan, Inde, Corée du Nord, Israël. Et là, sa survie, elle passe par là. Et le deuxième pari? Le deuxième pari, c'est que d'ici 2-3 ans maximum, et on reviendra un 3 janvier 23 ou 24, il y aura plus une seule base américaine. Là, il n'est pas d'accord avec moi. Il y aura plus aucune base américaine dans la région? En Irak. En Irak. Oui, c'est très c'est pas compliqué ça. Non, mais physiquement. Alors qu'elle colonise. Non, depuis il y a 2003. très peu de bases américaines en Irak. Oui, très peu. Il y en a. Il y en a très peu. Elles sont récentes, il y en a très peu. Non, il y en a depuis 2003. Et il y a même une convention. Non, il n'y en avait pas avant. Et je termine. Il y a eu la dernière convention arrachée par les Américains sous la menace en 2014 pour la présence. Et la seule résistance que les Irakiens ont pu faire, c'est qu'ils ont introduit un article
qui permet à chacune de parties de pouvoir résilier avec un délai d'un an. Bon, alors messieurs, Ok. Abdeslam. Bon, Abdeslam. il me reste un peu de temps, Oui. mais concernant les Américains, et d'ailleurs, je vous référez sur la Pax Americana, à chaque fois que les Américains sont intervenus quelque part pour soi-disant, et j'ouvre les guillemets, pour restaurer la liberté, c'est installer des bases militaires uniquement pour surveiller les pays voisins. Donc ça, c'est pas nouveau. Ensuite, sur la bombe atomique, je ne suis pas pro-iranien, mais ce que je veux juste dire, quand on a le Pakistan, quand on a Israël, quand on a l'Inde, la Corée du Nord, qui ont la bombe atomique, je ne vois pas pourquoi eux ne seraient moins légitimes que ces pays qui l'ont déjà. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas traiter les uns d'une manière et les autres d'une autre. C'est une logique implacable. Merci. Farid Tabsamani. Alors, moi, je voudrais apporter quelques Conclure. précisions. Oui, mais rapide. Parce qu'on a parlé, on parlait de Joe Biden. Ouais. Joe Biden est en campagne électorale. Oui. Ouais. Premièrement. Donc, Ouais. lui va forcément dire le contraire de Trump. Et à mon avis, sur cette déclaration-là, Il était vice-président de qui? d'Obama. Obama. Et Oui. sur cette Est-ce qu'ils sont intervenus en 2013 quand tout le monde attendait ça ce qu'ils interviennent en Irak, en Syrie, après Douma? Est-ce qu'il a fermé Guantanamo? Mais ils en ont fait. Est-ce qu'ils se sont retirés de l'Irak? Non. Obama. Non, Mais non, non. non. Donc, Non, donc, mais il a pas Joe été en Biden, Syrie. sur cette déclaration-là, il va devenir, et souvenez-vous, parce que moi je prends le pari, il sera out pour la course à la Maison Blanche. Premièrement. Deuxièmement, l'attaque de cette nuit, Ouais. en fait, c'est quoi? C'est la réponse à quoi? Oui. Mais il faut dire. C'est la réponse au massacre des Américains qui ont tué. Non, avant, justement. Les Américains Ouais. tuent 30 Irakiens. On attaque l'ambassade. C'est la première on fois qu'il reçoit tue derrière. 30. Mais non. Non. Mais vous êtes quand même. C'est la première Mais- fois qu'ils tuent Pre- des gens du Hasht. Mais c'est pas la Attends. première fois. L'Iran. L'Iran Je qui. parle pas de l'Iran, je parle Non des mais États-Unis. moi je vais parler d'Iran puisque c'est l'Iran. Oui. C'est un Iranien qui a été assassiné. Oui. Bon. Non, c'est un Iranien et un Irakien. Ok. En vérité, tout le monde a oublié l'Irakien. Oui. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Oui. Bon. Par contre, moi, j'ai pas oublié la pub. Donc, tu finis ton analyse juste après. Non, ce que je veux dire promis. par là, Non, mais je t'assure. c'est que l'Iran, mon analyse à moi, c'est que l'Iran est aux abois économiquement et à tout point de vue et politiquement en intérieur. Bon. Premièrement, Ouais. que le meilleur allié Ouais. des États-Unis et d'Israël, c'est d'avoir le régime islamiste en Iran. Premièrement. Avec une bombe nucléaire dans quelques années. Exactement. Il y aura négociation de toute façon. On le sait depuis toujours. Pub. Par contre, je négocie pas avec la pub, hein, Farid. Ça, c'est intransigeant. Dans un instant, le quiz. Nouvelle mouture, nouvelle version. Faut réviser la clé. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. C'est le grand forum, évidemment, avec Abdeslam Vitache, Tarek Mami, Farid Tabsamani. Ouais, bah rapide alors, hein. Non, ce que Farid. je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura Non, pas de mais troisième, personne réagit, hein. Attention. il y aura pas de troisième guerre mondiale. Ouais. Que l'assassinat de ce général iranien Ouais. est le fruit d'un symbole très 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 fort dans l'histoire des États-Unis, qui est l'attaque pour moi de l'ambassade de Bagdad. Ouais. Elle a ses raisons, soit, mais le régime iranien à Téhéran a ordonné, et notamment le général qui a été assassiné, a ordonné cette attaque-là, parce que rien ne peut se faire, parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est l'Irak, rien ne peut se faire en Irak, malheureusement, sur la population chiite, sans l'accord de Téhéran. Et même au-delà de l'Irak, moi je dirais même sur la planète, au-delà de l'accord de Téhéran. Et en réalité, ils savaient précisément que ça allait avoir un impact auprès des États-Unis. Ils ne savaient pas forcément qu'ils allaient assassiner leur numéro 2, mais ils savaient précisément que ça allait être violent. Trump est en campagne électorale. Je pense que il a presque gagné, à mon avis, l'élection présidentielle sur cette chose-là, parce que les Américains, leur patriotisme, en fait, comme d'autres pays, on ne pourra pas leur retirer. Bon, c'est un peu comme Nathan, en fait, à chaque fois qu'il y a une élection, une petite guerre pour occuper le peuple, quoi. On est d'accord. Voilà. Ah. Sauf qu'on ne gagne plus dévier. aujourd'hui toutes les élections parce qu'on a fait une guerre. Ouais, voilà. Bon, voilà, tout le monde est d'accord. Ok, alors on peut passer au quiz. Le quiz, nouvelle mouture 2020 sur France Maghreb 2. Il faut avoir révisé un petit peu son actualité. C'est un peu le principe de l'émission. Alors ça se joue à la rapidité Bon, ou faut ça, visionner Tarek. Ah, absolument. ça se joue à la rapidité, rapidité, ouais. ou à l'explication de texte. Non, la rapidité, rapidité et après et l'explication de après texte. C'est toujours Absam, Bien le sûr. leader? Oui, mais on a changé un peu la règle. D'accord. Enfin, la règle. Pourquoi? en tout Parce cas- qu'il gagnait trop souvent, Ouais, c'est bah, ça? Ouais, c'est ça. Faut c'est pas ça. réviser apparemment. C'est ça. Alors, première On vous question. dira pas pourquoi, mais on a changé. En première question. C'est en France que ça se passe. Je vous demande le nom du ministre qui a été rencontré les commerçants parisiens ce matin. Parisien? Ouais. Le maire? Edouard Le Maire, effectivement. Bruno Le Maire, Farid, tranquille, calme. Bruno Le Maire, effectivement, est parti à la rencontre des commerçants qui, vous le savez, depuis la grève, depuis le 5 décembre, connaissent des difficultés quand même importantes. Il est parti accompagné de sa secrétaire d'État. Absolument, dans la rue, il est parti les rencontrer. On l'a pas entendu depuis le début de la grève. Oui, c'est ça. C'est ça que la surprise. Le maire, premier beau point pour Farid Tabsamani.
Des manifestants ont mené également des actions. On est toujours en France et en rapport avec des grèves. Le siège LRM. Action surprise, effectivement, devant le siège de La République En Marche hier. C'était la question et c'est la réponse de Tarek Mami qui était bonne. Et la police est intervenue. Oui, et a évacué tout le monde. On sait même maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, ils sont du côté de l'Opéra à la rue Sainte-Anne. Oui, absolument. Pour le siège de LRM. Oui. Ah oui, je savais pas. Oui, d'accord. Ok, très bien. On fait le complément de la question, cher Christophe. Ah, absolument, tout à fait, on est là pour ça. Chypre macabre maintenant. Combien de Palestiniens ont été tués pour la seule année 2019 par Israël? 600. Non, beaucoup moins quand même. 400. Moins. 234. Ah, moins. Moi, je participe pas à ce jeu-là. C'est pas macabre. Non, mais c'est macabre, je suis d'accord, je l'ai dit. 100. Un peu plus. 153. On est très près de 150. 149. 149. C'est moi. On est là, les deux. Ah non. Ah non. Allez, j'accorde le point. Non, on a un VAR. Non, objectivement, et je précise, dont 33 enfants. Ah. Ouais. Mais 149, est-ce qu'on a une comparaison par rapport aux années précédentes ou pas? Ah bah si, par exemple en 2014 il y avait plus de 420 morts. On est une petite guerre qui a duré 3 semaines. Oui, parce que alors c'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est parce qu'il y a une guerre sur une durée un peu plus longue. Mais sur des années où il n'y a pas de. C'était une moyenne. C'était là où l'Élysée avait dit qu'Israël avait le droit de se défendre, c'est ça? 2014. Ouais, oui, 2014, mais en fait. Il faut qu'on puisse comparer, cher Farid. Ouais, c'était beaucoup plus, Tarek. Vous me posez un autre. Moi, je parle plutôt de 1800 morts en 2014. En tout cas, il y a eu une fois 400. 2000 morts. Oui, voilà. 2000 morts. Ce qu'il faut comparer, c'est par exemple les morts, j'allais dire, excuse-moi l'expression, je la mets vraiment entre guillemets, les morts résiduelles, c'est-à-dire le mort tous les ans qui tombe de toutes les façons. La moyenne est autour de 150. Ouais. Donc, pour l'instant, 2-1 pour Tarek Mami, on est d'accord? Non, 2-2. Comment ça, 2-2? C'est moi qui ai gagné le point. Non, parce qu'on a parlé en même temps. Ah bon, d'accord. Donc 2-2 alors. Ça carrément. Ça négocie Il maintenant. donne pas un demi-point. C'est-à-dire que moi, ça y est, moi tu es. Alors, En principe. Ah bah si. Bah j'ai des demi-points de retard alors. bon, alors, Il va regretter d'être venu le vendredi. Messieurs, il reste 2 questions. Abdeslam, tu peux les rattraper. Allez. Les musées de quelle grande ville française seront gratuits ce dimanche? Tous les musées, normalement. Paris? Non, c'est pas Paris. Tous les musées, normalement. Marseille. Marseille est une bonne réponse. Mais tous les musées de Marseille seront gratuits. Apparemment, c'est pas. Bah non, justement, c'est ce dimanche. Opération exceptionnelle à Marseille. Je suis désolé, Abslam. Voilà. Mais normalement, c'est tous les. Bon, alors tiens, on va rigoler pour cette dernière question. L'éducation sexuelle, ou plutôt maintenant, parce que pour pas choquer grand monde, l'éducation de santé sexuelle bientôt dans les programmes scolaires de quel pays maghrébin? Alors, je sais. La Tunisie. Tunisie est une bonne réponse. Parce qu'au Maroc aussi, il y a un grand débat. Non, c'est la Tunisie. Alors, c'est un vote, d'après mes informations, qui a eu lieu en 2 janvier 2018 et qui entrera en action le 1er février 2020. Ainsi, la Tunisie va se conformer à une de l'UNESCO, un truc comme ça, voilà. Donc on va, et ça a un peu choqué, donc du coup, au lieu de dire éducation sexuelle, on a parlé de éducation santé sexuelle. Voilà. C'est marrant que ça choque. Ouais. Ça choque, oui. Bah non, mais c'est marrant parce que on va parler un peu de musulmans, d'islam. Ouais. C'est que dans les premières années de l'islam, c'était des choses qui étaient beaucoup moins choquantes. Et pourtant, les sociétés étaient complètement différentes. Abdeslam Itache a marqué son point, messieurs. Et 2 pour Farid, 2 pour Tarek Mami. Non, mais j'ai 3 moi. C'est moi qui ai gagné. Ah oui, c'est toi. Ah, d'accord. Donc 3 pour Farid, 2 pour Tarek. Bah, quand ils font égalité, ils prennent un point chacun. Bah ouais, non, mais je sais pas, vous avez fait votre menu ménage. T'as vu un peu. Bon, c'est bien une première victoire pour démarrer. Exactement. C'est quoi les 3 points? Vous pouvez nous rappeler, cher Farid? Marseille. Oui. Le Maire. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Non, Marseille, c'est bon. Tout va bien. 3. Moi, je suis tellement loin dans le. Non, mais c'est bien avec avec le quiz de l'actualité, c'est qu'il va y avoir des surprises. Donc hier soir, Tarek Mami a gagné le premier quiz. Non, mais c'est pas grave. C'est une question. Aujourd'hui, c'est vous. Question pour Abdeslam. Oui. Est-ce qu'on efface tout, on recommence au 1er janvier? Absolument pas. Non. Pas. Et je suis très content. De toute façon, il est largement loin. Et je suis content de pas avoir fait Fanny comme Fifi hier. Ah, waouh, petit acte. Voilà. Qu'on salue notre ami Boyaki. Pouh, comme ça. Moi, je pose des questions et j'attends les réponses. Non, on change pas les cours du jeu. Non, mais ça se joue entre toi et Philippe? Non, ça va changer là. Ça va changer, ça va émerger. Bon, messieurs dehors. Est-ce que je dois rappeler que je suis champion d'hiver? Oui. Moi, ça y est, c'est bon, fait. Salut, merci. Est-ce qu'on peut rappeler dans quelles conditions? Non, absolument pas. Merci Tarek Mami. Tu peux y aller. Merci Merci Farid Tamsamani. Bon week-end. Et rendez-vous lundi sur France Maghreb 2, 18h01. Je coupe le micro de tout le monde. L'heure du journal est dans un instant. Medjahed sur France Maghreb 2. Excellente soirée, bonsoir.
Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité que nous allons développer ce soir. C'est une attaque au couteau à Villejuif. 1 mort et 2 blessés. L'assaillant tué. On fera le point dès le début de ce journal sur ce qu'on sait ce soir. La crainte de l'escalade entre Téhéran et Washington au lendemain de la mort d'un général iranien dans une attaque commanditée par Donald Trump. Notre expert analysera pour nous cette situation. Et puis, week-end de retour de vacances. Vous serez nombreux sur les routes et dans les gares malgré la poursuite du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Une attaque au couteau à Villejuif. Un homme a poignardé plusieurs personnes dans un parc de cette commune de région parisienne. Une personne a été tuée, 2 autres ont été gravement blessés. L'assaillant a été abattu par la police sur la commune voisine de l'Île-et-Rose. Boris Karlamov, que s'est-il précisément passé ? Il était aux alentours de 14h quand un homme armé d'un couteau s'en est pris à plusieurs personnes dans le parc des Hautes-Bruyères. L'assaillant a poignardé au hasard plusieurs passants. Dans ce parc, il y avait beaucoup de monde en balade puisque nous sommes en vendredi de vacances. C'est ce qu'a précisé la procureure de Créteil. L'individu a ensuite pris la fuite en direction de la commune voisine de La Île-et-Rose. Et c'est à ce moment-là qu'il a croisé une patrouille de la brigade anticriminalité. Des policiers qui ont fait usage de leur arme à plusieurs reprises avant d'abattre l'assaillant à quelques dizaines de mètres dans centre commercial. Et j'ajoute qu'à ce stade de l'enquête, seul le parquet de Créteil est saisi de l'affaire. Dans le reste de l'actualité, le directeur général des services de la ville de Dreux, blessé par balle ce matin dans l'enceinte de la mairie. Un homme armé d'un fusil de chasse s'est présenté vers 10h et il s'est rendu directement dans le bureau de la victime, a ouvert le feu une fois avant de retourner l'arme contre lui et de se suicider. D'après le procureur, il s'agit d'une affaire d'ordre privé. L'affaire Matzneff prend une tournure judiciaire. Au lendemain de la sortie du livre de Vanessa Springora, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour viol sur mineur. Gabrielle Matzneff est accusée par l'éditrice parisienne d'avoir abusé d'elle quand elle était mineure au milieu des années 80. Regain de tension entre les États-Unis et l'Iran. Le général Soleimani, numéro 2 du régime de Téhéran, a été tué la nuit dernière lors d'un bombardement américain en Irak. C'est Donald Trump en personne qui a donné l'ordre d'attaquer. Peut-on parler d'un tournant dans les relations entre ces deux pays ? Élément de réponse avec Jean-Éric Brana, professeur à Assas, chercheur à l'IRIS et spécialiste des États-Unis. Effectivement, je crois qu'on peut parler de situation très sérieuse puisque désormais la balle est dans le camp de Téhéran qui a annoncé qu'il allait avoir une réplique, une riposte à cette frappe de cette nuit. Mais il faut savoir que Donald Trump peut-être n'attend que cela, car le risque d'entrer en guerre en réalité n'est pas dans les mains de Donald Trump. Donald Trump en est interdit par le Congrès depuis le vote du 12 juillet, quand les représentants démocrates ont imposé à Donald Trump de passer d'abord par le Congrès avant toute frappe contre l'Iran. Donc désormais, si l'Iran attaque les États-Unis, Donald Trump aura les mains libres pour pouvoir riposter immédiatement. Et dans cette affaire, Emmanuel Macron appelle toutes les parties à la retenue. Le chef de l'État s'est exprimé après un entretien avec Vladimir Poutine, quelques heures après l'annonce de la mort du général. Emmanuel Macron dit vouloir rester en contact étroit avec le président russe proche de Téhéran pour éviter une nouvelle escalade dangereuse des tensions dans la région. Il souhaite aboutir aussi vite que possible à un compromis avec les partenaires sociaux. C'est ce qu'a déclaré Édouard Philippe ce matin. Le Premier ministre a réuni les membres du gouvernement chargés de la réforme des retraites. Il a précisé qu'il introduirait la reprise des discussions avec les partenaires sociaux prévues au ministère du Travail mardi. Et en attendant, la barre symbolique des 30 jours de grève est dépassée à la SNCF et à la RATP. Les négociations, elles, ne doivent reprendre que la semaine prochaine entre syndicats et gouvernement. Alors en attendant, c'est toujours la galère dans les transports. Il y aura aussi du monde sur les routes pour ce week-end pour le retour des vacances. On fait le point complet avec vous, Olivier Montaigu. Alors aujourd'hui, sur les routes, rien à signaler. La journée est classée verte dans tout le pays. Demain, en revanche, ça sera plus compliqué. Bison futé, voie orange sur l'Île-de-France dans le sens des retours, orange aussi sur toute l'Auvergne-Rhône-Alpes au départ des stations de ski. On conseille donc de quitter les stations ou les grandes métropoles avant midi ou après 19h. Sur les rails, la SNCF met le paquet pour garantir les retours qu'elle avait promis pour 800 000 passagers jusqu'au 5 janvier, jusqu'à dimanche. La direction assure 2 TGV sur 3. Le service sera quasi normal, par exemple à Marseille, Lille ou Strasbourg. Ça restera plus compliqué sur l'axe atlantique. Pour les trains annulés, on vous conseille de vous en occuper rapidement. La SNCF a réinjecté 100 000 places à moins de 40 €.
Et puis le foot, retour sur les terrains avec le premier match des 32e de finale de la Coupe de France ce soir. Avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, Bordeaux reçoit Le Mans, coup d'envoi 20h55. Voilà pour l'actu, très bonne soirée à vous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.